Émission 912. Cette semaine, Teenage Mutant Ninja Turtle Volume 1 Return to New York. En direct de Montréal, Québec, Canada. Vous écoutez, oui, les mystérieux étonnants. C'est encore des ados? Je sais plus, là. Ça, c'est ça ma grosse question. Ils doivent être middle age. T'as-tu remarqué? Pas en prison. Alcatraz. Non, c'est San Quentin. En partant, s'il peut aller en prison, il est majeur. Ben, c'est ça. Ah oui, Ouais, t'as parce qu'il raison. serait en C'est ça mon juvie, problème. là. Il serait en juvie, là. Ouais, c'est vrai, t'as raison. Est-ce que tu as remarqué qu'on accélère Teenage Mutant Ninja Turtle? Tu sais, comme le Ninja Turtle, c'est presque un seul mot. Ouais, j'avoue. Mais c'est long à Ninja dire. Turtle. Teenage Mutant Ninja Ninja Turtle, Turtle. volume 1, Return to New York. Là. Ouais. Je me suis pas enfargé. Regarde, tu vois, je l'ai dit 2 fois, puis je me surprends Tu l'as moi-même. eu? Ben, je l'ai eu 2 fois. Hey! Ouais, c'est pas... Bravo. Colin! Bravo. Ben, tape Vous dans le avez dos. choisi le bon moment, Radio-Canada, de recommencer à écouter Il y a l'émission. personne de Radio-Can qui écoute ce show-là. Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Les Mystérieux Étonnants, une émission en balado-diffusion consacrée au BD et à l'ensemble de la culture populaire. L'ensemble! Hey, j'ai manqué mon cue. Ouais. Non, c'est pas ça. Les trous dans les sofas. Bon, on fait référence à quelque chose qu'on vient de parler avant l'émission. Eh ben, non, merci au micro. Et cette semaine, en studio, je suis entouré d'une équipe dont les membres sont en constante mutation. Oui. Techniquement, Ah, oui, c'est vrai. C'est vrai. Mhm. Ça arrête Ouais. pas, hein, On malheureusement. évolue. Ça accélère. Bon, on est poilu, parle pour toi. J'ai dit, on évolue. Oh, on évolue. OK, j'ai mal compris. Toi, t'entends bien ce que tu vas entendre? Ben, moi, j'ai entendu poilu aussi, puis j'étais comme d'accord. Oui. Ben, il y a ça. Il y a ça. Ben, Yoann, ça l'exclut, malheureusement. Ouais. Hey, Je suis tout le temps l'exclu du poilu. T'es pas poilu ailleurs, monsieur? Ben, je suis poilu ailleurs. Ok. Oui, tu nous as déjà parlé de ça. D'ailleurs, hier, on a fait une petite soirée, puis t'as dit que t'avais la chair de poule, puis j'ai rien dit, mais je me suis dit, c'est-tu de menteur? Il peut pas. mais non, ça te prend pas des poils. Ça fait des petits picots pareils. Je sais. Voyons donc. Ça niaise. Eh ben non, merci au micro. Et cette semaine, je suis entouré d'une équipe, je l'ai dit. Je vous les présente à l'instant. Le premier fait sa fracassante entrée tel un lutteur en puissance, Simon Chénier. Ouh, Ouais. Avec un feu d'artifice en arrière. C'est ça ton move. quand J'ai essayé quelque chose, on m'a pris par surprise. Ça ressemble Je me suis pris par surprise moi-même. Ça ressemble à une fusion à l'entrée à la Triple H et quelqu'un qui fait un ACV en même temps. Ouais, c'est pas mal ça. Et le dernier voit les murs de la réalité s'effriter autour de lui, le cinéaste Yoann Carl. Oui, ça est avec nous. Salut, Yoann. De plus en plus. De plus en plus. Puis t'avais raison, là, il y a 2 semaines, t'as fait une prédiction concernant Sony et Oui. Microsoft, puis tout le bras-le-bas de combat autour du milieu du jeu vidéo, puis les exclusivités. Puis quoi, une semaine après, dans la même semaine peut-être même? Il annonçait que ODST. Ben, j'avais même dit, quand Helldiver 2 va sortir, ils vont annoncer en même temps une collaboration entre Helldiver puis Hello. Ça s'est concrétisé. Ça s'est concrétisé. Je veux dire, je Ouais. suis le devin des jeux vidéo. Non, Ouais. j'exagère. C'est pas le devin des Ouais. jeux vidéo. Mais tu lis la matrice tel un néo en puissance. C'est ça. Ouais. Voilà. Hey, je veux revenir avant qu'on aille plus loin, messieurs. Simon est de retour après ses vacances. T'étais Yep. parti pendant un bon bout de temps. Content de te voir. Hey, ça fait plaisir. T'as l'air reposé d'ailleurs. Ah, pas de super, pas de super. Ouais. T'en as-tu profité? Ah, j'ai veggé en masse. C'est bon, ça. C'est important. J'ai lu beaucoup de comics. Yes. Surtout du X-Men, parce que c'est ça. That's what you do. Puis j'ai écouté des films, puis j'ai dormi. Ouais. Mais c'est important de dormir. Ouais. C'est sous-estimer le plaisir du dodo. Effectivement. Ça affecte la santé mentale, même la prise de poids et ça a des répercussions sur ta santé physique. Ah J'en ouais. doute pas, c'est sûr. Ouais, c'est direct. Mais hey, c'est vrai, tu l'as fait remarquer tantôt quand je t'ai écrit, Yoann, là, tu m'as dit, aujourd'hui, c'est les OG. Presque les OG mystérieux étonnants. On est les C'est vrai OG qu'on est du des reboot. vieux, là. Oui. On est les OG du Ouais, reboot. ouais, Tu sais, ouais. Il y a eu la première tenure qui Ouais. a été oubliée. Dieu C'est merci. comme le show a pas marché. Puis là, il y a eu un reboot. Puis là, les OG. C'est ça, c'est ceux du Giant Size X-Men. Numéro 1, exactement. Ouais, Ouais. ouais. Fait que c'est qui Colossus là-dedans? Moi. Ok, bon, je vais être Cyclops, ça c'est beau. Puis hier, on a eu une belle soirée, je vais commencer avec ça parce que Oui. il y avait Sébastien, un de nos auditeurs de longue date, qui nous a accueillis dans son commerce, le Fun Hub, ici à Montréal. Parce qu'on en avait parlé dans les dernières semaines, on voulait faire un get-together pour l'écoute d'un pay-per-view de la AEW. Puis il y avait cette rencontre entre la AEW et Forbidden Door, pas Forbidden Doors, mais la New Japan, Oui. pour un événement qui s'appelle Forbidden Doors, c'est à Londres. Puis comme c'était à Londres, ben, c'était un petit peu plus tôt ici au Québec pour la retransmission. Fait qu'on s'est dit, ben c'est parfait, on va pouvoir y aller. Puis, C'était à 1 heure. c'est à 1 heure, puis pas se coucher trop tard.
Ça a quand même duré 4h30. Ça m'a surpris. J'avais oublié à quel point les AEW t'en donne pour ton argent. En esti. Ouais, pas mal. Fait Seb nous a offert la salle, donc au Fun Hub, qui est un espace là, de... Allez-y, en passant, le Fun Hub, c'est malade. Ouais, c'est super beau. C'est comme un géant arcade. Il y a des 2 bars, dont un des bars qui est inspiré à la Blade Runner. Il me présentait ça avant que vous arriviez. Puis, vous pouvez réserver aussi des salles. Il y a une nouvelle salle de spectacle représentation qu'ils sont en train de préparer au deuxième, qui n'était pas ouverte au public, mais que Seb m'a montré. Puis nous, on avait accès à une petite mise en ligne au deuxième, qui était juste pour nous autres. Super chill, vraiment chill, vraiment super belle. Puis on a écouté la lutte là-dessus. Puis il y a tout un pay-per-view. Tout un pay-per-view. Simon s'est endormi dessus, par exemple, il m'a dit tantôt. Donc, t'as pas vu le cage match à la fin? Je me suis endormi là-dessus. Ah, comment? Mais c'est ça pas... dure longtemps, là. Mais non, mais pour vrai, c'est pas à cause du match. C'est juste moi qui n'avais pas beaucoup dormi la veille. Ouais. Mais j'ai écouté les 3 derniers matchs, en fait. Le match de cage était absolument hallucinant. Puis de voir Tanahashi est en train de faire sa tournée d'adieu. Ouais, un lutteur de la New Japan, légendaire, c'est l'équivalent de Hulk Hogan du Japon, là. Il est juste pas raciste. Ben, c'est ça. Mais c'est une vraie légende. Puis il est vivant. Puis il est vivant, oui. Zing! Et il y a eu plein de beaux moments parce que Tanahashi, ses genoux sont complètement finis, là. C'est vraiment une tournée d'adieu. Puis il y a un moment donné aussi qu'il a installé une échelle parce qu'il voulait sauter de l'échelle sur du monde. Puis les lutteurs de son équipe ils ont dit non. Mon oncle, descend. Il l'a fait. Mais oui, puis il y avait comme, je sais pas, c'est super drôle, mais il y avait comme un moment, comme la nouvelle génération, puis le respect qu'il lui donnait, tout ça. Il y avait comme quelque chose de vraiment cool dans ce petit moment-là. Quand ils ont sorti le sac, qu'on pensait que c'était des thumbtacks. Ça, c'était drôle. Puis que c'était des jujubes. C'était malade. Là, excusez, parce que, tu sais, je suis pas tant la AEW. Yes, AEW. AEW. Je sais que depuis que les Young Bucks sont plus MVP, ils se font pas mal niaiser, mais y a-tu, dans l'histoire, y a-tu quelqu'un qui les niaise? Ou c'est juste... Je pense que c'est eux autres le butt of the joke, en fait. C'est ça, mais c'est pas genre, mettons, Will Ospreay puis Swerve qui font ça. Ou... Ben, ça serait un peu eux autres, parce que c'est eux autres maintenant les MVP, mais même s'ils l'utilisent pas tant dans l'histoire, c'est plus que quand il était MVP, il était des salopards à toute l'équipe technique. OK. Fait que ça serait comme l'équipe... OK, c'est bon. C'est l'équipe technique. C'est ça que je me posais comme question. Dans le sac, c'est ça la référence. Exactement. Okay, Puis, quand ils sont sortis, l'écran restait... Oui, la toune. C'était hallucinant. Puis, ils sont tout le temps insultés parce que, non, on est des vedettes, puis comment vous nous traitez comme ça? Ils ont eu un moment de signature la veille à Londres, puis ils ont installé leur affiche à comme du duct tape, tout croche, puis tout ça. Ils sont comme tout le temps fâchés, mais c'est ça, c'est l'équipe technique, l'équipe de AEW qui est haïe, qui se revenge. Faut pas que tu niaises le monde pour qui tu travailles. Puis t'insultes pas les gens avec qui qui prennent ta commande. Oui. Jamais personne. Non, insultez pas personne, mais ça, il faut pas faire ça. Non. C'est très dangereux. C'est ça. C'est des répercussions. Insultez pas personne. Puis spécialement eux autres. Qui handle votre food parce que vous allez manger du crachat. Oui, écoutez le film Waiting, vous allez voir de quoi qu'on parle. Mais le cage match, c'est drôle parce que juste avant qu'il commence, on s'était dit, là, c'est 10 lutteurs en même temps, on n'aura pas le temps de profiter, ça va être un peu le bordel. En plus, ils sont dans une cage. Ils ont fait une très belle job. Très belle job de mise en scène. On a été capable de tout voir ce qui se passait. Il y avait un storytelling là-dedans. Il y avait des cascades absolument incroyables. Will Ospreay, Darby Allin. Will Ospreay qui combattait avec une blessure et là, il va quitter pendant un certain moment. Il s'en va se faire opérer au cou. C'est pour ça qu'ils l'ont magané à la fin. Oui, c'était ça la raison. Puis ça, je veux dire, c'est la première fois que je voyais ça. Bien joué de la AEW. Ils ont mis le titre comme, tu sais, à la fin des pay-per-view qui dit All Right Reserve, puis habituellement, ça tombe au noir. Ils ont mis ça. On a pensé que c'était à la fin du pay-per-view, puis là, ils l'ont attaqué après qu'il y a eu le logo. Puis là, ça a continué comme ils l'ont pas arrêté le pay-per-view, puis la bataille a duré beaucoup plus longtemps. J'ai trouvé l'idée absolument génial d'utiliser ce code-là, cette habitude-là qu'on a de dire c'est la fin du show. Ils ont fait la même chose avec le match de MJF contre Hangman Page, où est-ce que là, initialement, on pensait que MJF avait gagné. Puis là, désolé si vous n'avez pas vu le match, on est en train de spoiler un petit peu, là, mais là, ils sont revenus là-dessus. Puis ils ont joué sur la forme un petit peu. Puis c'est ça qui est le fun. Ne pensez pas que les gens qui écoutent la lutte, c'est juste pour
la tapoche, quoi que ça fait partie du Ça script, fait partie là, du mais spectacle. il y a le storytelling là-dedans qui est vraiment intéressant. Là, puis comment il joue avec les appréhensions du public, ça fait partie de l'intérêt qu'on Puis a. mon storytelling préféré dans la lutte, c'est quand il raconte une histoire en faisant le match. Ça, c'est mon storytelling préféré. Puis ils sont bons là-dedans. Là. En tout cas, c'était tout un pay-per-view. Merci encore à Seb de nous avoir accueillis. Allez faire un tour au Fun Hub. C'est pour toute la famille, donc vous pouvez amener les enfants si vous voulez. Oui. L'adresse, c'est le 3. C'est ça qui est arrivé. Mes enfants ont joué aux arcades pendant longtemps. 3 heures sur les 4 qu'on a été là à peu près. Oui, c'est ça. J'ai compté. Puis là, après, ils sont venus écouter la fin du match. Ouais, ils sont arrivés pour les 2 pay-per-view. Les 2 derniers combats. Donc, le Fun Hub, c'est le 733 4 quarts. J'ai ça de dire ce mot. Je suis pas capable de dire le nom de cette rue-là. 4 quarts, court, whatever. Tapez Fun Hub, là, c'est un mot, là. Oui, c'est ça. Tapez Fun Hub. Vous allez avoir du VR. Il y a toutes sortes d'affaires cool. Puis un truc sur lequel je voulais inciter, puis j'en ai parlé à Seb hier quand il m'a fait une petite visite guidée avant votre arrivée. Vous pouvez louer la mezzanine où on était, puis il y a une salle au-dessus aussi que vous pouvez réserver pour des événements de travail. Donc, c'est des trucs de coworking, whatever. C'est pas un endroit qui est silencieux, là, mais mettons, si vous voulez faire des 5 à 7 de job, vous pouvez réserver sur place. Puis Seb, il nous a accueillis, c'était vraiment très cool. Puis là, il y a peut-être un autre événement qu'on va faire. Je vous dis pas qu'on va faire toutes les pay-per-view parce qu'il y en a qui vont finir tard, mais il y en a un prochain qui s'en vient le 20 septembre. S'il y a des preneurs, répondez sur le Discord. Moi, je serais intéressé à voir si Seb veut nous ouvrir la place. Ça sera encore un dimanche en après-midi. Donc, on pourrait aller écouter encore de la lutte là-bas si Seb nous accueille une fois de plus. Ah, ça serait génial. Parce qu'on a eu du fun. On était une belle gang. Ouais. Puis, on a du bruit en maudit, on a traité le pay-per-view comme si on était là sur place. On partait des champs. On applaudissait. Tu partais des champs. Je partais des champs, mais j'ai pas été le seul. Non. Mais en général, j'ai parti des champs. T'as été un grand contributeur à l'atmosphère sur place. Mais c'était le fun parce que c'était comme si on était là sur place. On chantait, tout ça. On a eu du plaisir. Nous autres, on s'envoyait promener gentiment. Oui, particulièrement moi et Dan, on prenait jamais pour les mêmes lutteurs, c'est qu'on s'est bien ostinés. Fait que c'était très cool. On a revu du monde du Discord, on a vu du monde qui ne viennent pas habituellement aux événements des Mystérieux Étonnants. Puis la prochaine fois, peut-être qu'on pourrait même ouvrir ça à des gens qui voudraient venir écouter le pay-per-view, qui sont pas nécessairement des auditeurs. Je sais que Dan est un auditeur d'ailleurs. Il parlait d'amener des gens éventuellement qui sont pas nécessairement. Ça serait super. super. Ça pourrait être parfait. Ça pourrait être très cool, très sympathique. Donc, on va l'animer, le pay-per-view. S'il faut, ben oui, on fera ça. On fera des petites activités autour. Donc, c'est le Fun Hub. Allez voir ça. Merci encore à Seb de nous avoir accueillis durant son dimanche. Il était là pour, je pense, pratiquement toute la soirée. Il a manqué le match. Mais il a été là longtemps. Oui, c'est ça. Il a été là très très longtemps. Ça dure longtemps, là, AEW. Simon, on va continuer avec toi. C'est ton premier segment nouvelle depuis ton retour des vacances. Yeah. Jane! Eh où, Jane? Hein? Ouais, où, maudit? Dans l'espace, présentement. Oui, c'est vrai qu'elle est dans l'espace. Ouais. Ça y arrive souvent. Ben oui. Es-tu possédé du Phoenix? Oui. Tabarnak. Encore? Ben oui, ça n'a pas changé. Ça n'a pas changé. On monte pas un singe comment faire des nouveaux tours. Ça c'est un chien, je sais plus. Un vieux chien comment faire des nouveaux tours. Quelque chose de il y a un arbre qui tombe dans la forêt. Puis est-ce qu'on l'entend? Si Phoenix est dans l'espace, c'est ce qu'elle fait du bruit. Ben techniquement, non, ça on peut répondre. Il n'y a pas d'atmosphère. Les règles du comic book. Ouais, les comic books, il y a des c'est vrai. Il y a beaucoup de swoosh. Badaboum. C'est vrai. Ça dépend aussi de où ce qu'elle est. Elle peut être proche d'une planète qui a de l'atmosphère. Ouais, ou l'atmosphère peut être vrai. différente. C'est vrai. Les règles cosmiques de Marvel pour l'espace, c'est très différent. Tu peux quand même traverser l'espace sur un board de surf. Fait que... ça veut dire que, tu sais, des fois, ils sont sur des planètes, puis on lit dans leur... Parce qu'on donne des voix aux personnages quand on lit. Je donne tout le temps des voix aux personnages dans ma tête. Mais ils sont sur des planètes qui ont d'autres atmosphères. Donc, des fois, leur voix n'est pas la même chose. Ils sont peut-être plus aigus. Oui, c'est ça. Comme la voix de Dr. Loomis dans le trailer du nouveau jeu d'Halloween. Ben, je voulais en parler, justement. On va en parler tantôt, là, on va parler avec Simon, là, c'est son tour. Mais ça aurait pu être correct. Non, il va dans l'ordre. Tu sais, je suis un peu... tu sais, ça fait longtemps. Il faut je me réchauffe. En fait, c'est pas des nouvelles, mais je voulais revenir un peu sur certains films que j'ai regardés pendant mes vacances. Là, j'avais une longue liste. Puis là, je me suis dit, non, mais là-dedans, il y en a beaucoup... Ça n'a pas été un été super pour les films que j'ai essayés. C'est pas été un été de découverte. Pas tant que ça.
J'étais un peu... j'étais comme... À chaque fois, j'étais comme... c'est pas super. Est-ce que c'est parce que j'ai un peu réduit ma consommation de gummies? Ça se peut, oui. Ça se peut. Mais... Possible. Mais, je sais pas, tu sais, j'ai essayé des affaires, ça marchait pas tant que ça, mais dernièrement, on dirait que j'ai recommencé, puis je pense que ça vient avec le fait que la Spooky Season s'en vient. Ouais. Puis là, je me suis donné le droit, je peux commencer à écouter des films d'horreur. Oh ouais. Tu sais, je peux en écouter de temps en temps. C'est pas nécessairement comme non-stop, là, comme quand t'arrives en octobre, mais tu sais, je vais en rajouter dans ma rotation. En septembre. L'Halloween, ça commence en septembre. Ouais. Ben, c'est ça. Moi, l'année passée, j'avais commencé à fin août. Fait que là, on est comme mi-août. On est rendu... Non, on est rendu à fin août. Ouais. Mais c'est ça. Donc, dans les films que je vais vous parler, il y en a 2 d'horreur et un sci-fi. Celui-là, je l'ai vu il y a une couple de mois, mais je l'ai réécouté, je pense, 3 fois depuis. C'est une découverte. Ouais, celui-là, il m'a marqué. Mais je vais commencer par un que j'ai écouté la semaine passée. J'ai écouté le film Shriek of the Mutilated. C'est un bon titre. C'est un excellent titre. Ça date de 1974 et on peut mettre ça dans le style Regional Horror. C'est-à-dire, tu sais, de l'horreur un peu amateur, filmé comme, tu sais, en région par une petite troupe d'acteurs, mettons. Puis le film a été réédité sur Vinegar Syndrome, donc la qualité du film, tu sais, même si c'est des années 70, puis c'est comme un peu cheap. Et brun. C'est ça, mais ça rend tellement justice au brun et au look 70s de tout le monde qu'on dirait quasiment une série récente qui va utiliser comme le look. Genre l'image sans la cigarette. Ouais, c'est brun beige, là, c'est beau. Là. Puis l'histoire, en fait, c'est un film de Yeti. Je suis pas fan, moi, de ce genre-là. Je sais que toi puis Laurent, vous aimez ça, mais... je pense que Laurent, il aime plus les Yetis que moi. Moi non plus, je suis pas tant que ça, mais de temps en temps. T'sais. Avec un titre de Shriek of the Mutilated, mon réflexe aurait été pensé que c'est un slasher. Aussi. Un gars avec un masque. C'est surprenant que ça soit un Yeti. Oui. Vous comprendrez mon hésitation quand je vais vous spoiler la fin tantôt. Je pense que tu as le droit. J'ai le droit, mais sinon les gens pourront avancer. Mais l'histoire, en fait, c'est un professeur... whatever, quelle matière, dans une université qui demande à des étudiants de participer à une étude avec lui, d'aller dans un espèce de chalet. Il y a son ami qui reste là, son ami qui ressemble à John Carpenter aujourd'hui. C'est une moustache, cheveux longs. Là. Ouais, il a l'air en Chris. Puis il dit, il y a eu des sightings de Yeti qui sont là. Il a déjà fait ça, il a déjà amené d'autres étudiants, puis il y en a un qui est comme... qui a survécu à cette fois-là. Puis là, lui, il capote, puis... Bref, il prévient les gens, là, non, elle est pas là, puis tout. Puis là, finalement, lui et sa femme se tuent dans une scène qui n'a pas rapport. Et après, on a les étudiants qui s'en vont à la maison, au chalet. J'aime ça comment que... Ouais, ça, c'était... D'être zen avec ça. Ouais, il n'y a pas de problème. Ce gars-là, il est venu fou après avoir été là. Il s'est tué, lui et sa femme. Mais tu sais, j'ai besoin d'un week-end. Ouais. Mais c'est ça. Fait que là, ils s'en vont là et le professeur arrive, il dit à son ami, tu sais, y a-tu des développements avec le Yeti? Le gars, il dit, ouais, on a entendu des bruits, des cris étranges récemment. Des shrieks. Puis là, ben évidemment, les jeunes, un à un, commencent à mourir. Mais ils sont pas beaucoup, ils sont 4. Bon, il y en a 2 qui meurent. Puis là, le professeur réussit à convaincre les 2 autres de non, faut pas appeler la police, faut utiliser les autres étudiants pour attirer le Yeti. My God! Puis là, le Yeti, ben, tu sais, ça a l'air d'un gars dans un seau. C'est-tu un gars dans un seau? Ben, ils n'ont pas casté un vrai Yeti, Ben. Maudit. Ouais. C'est un gars dans un C'est pas partie de l'Union des artistes. Non. Puis, mais c'est ça. Fait que là, tranquillement, tu sais, les gens se font tuer par le... Je voyais un Yeti dans Watatata. Genre, il parle à Chiquan. C'est lui qui a mis le feu au spot. Hein? Oui, c'est ça. C'est ça la dernière scène où on le voyait s'éloigner de loin. Ouais. La finale de Watat. Personne qui s'en souvient, mais c'était weird. C'est le Yeti qui écrit ça, le Yeti. Mais c'est ça. Fait que tu sais, c'est comme un slasher avec un Yeti, en fait. Ouais. Mais là, attention,
spoiler, avancez 1 minute, mettons, ou 2, là, tu sais, pas trop, je vous vende si ça vous intéresse. Mais le gros, il y a un twist au film, en fait. C'est qu'on apprend que le professeur et l'ami, John Carpenter, c'est eux qui se déguisent en Yeti pour tuer les étudiants. Ah, ouais! Et ils les tuent pour pouvoir les manger dans un repas cannibale avec d'autres gens de d'autres... facultés? Ouais, d'autres facultés ou de d'autres endroits dans le monde parce que c'est une société secrète de satanistes qui mange des étudiants. Hey, c'est un twist du tabarouette pareil. Ouais. C'est ça le lien avec le clan des Skulls. Ouais, fait que tu sais, je savais pas. À la fin, j'étais comme holy shit, mais je savais pas si je trouvais ça niaiseux ou intelligent, genre. C'est niaiseux. C'est très niaiseux. Mais c'était comme surprenant. Je me suis dit, ok, ben c'est cool. Fait que voilà. Il est disponible ailleurs qu'en restauration 4K? Il est peut-être sur Tubi. Sinon, c'est sûr que. Rappelle le titre, s'il te plaît. Shriek of the Mutilated, un film de 1974. Et aussi, petit fun fact, à un moment donné, dans le générique au début, c'est marqué Original Song Hot Butter, Popcorn. Et ça, c'est la chanson que Yoann haït parce que... C'est quoi ça, cette tonne-là? Je suis incapable. Puis là, à un moment donné, elle joue dans une scène de party. Puis là, les jeunes dansent, puis là, t'as un gars qui dit « Hey, est-ce quelqu'un qui veut du popcorn? » Puis j'ai pensé à Yoann parce que lui... j'ai une haine. C'est ça, parce énorme. que en éducation physique, je pense que ton professeur faisait jouer cette chanson-là au début des cours et il fallait que les gens courent dans le gymnase. C'était en art plastique. En art plastique. Mais pourquoi? Il faisait jouer cette chanson-là, puis là, il fallait que tu cours dans le local en faisant n'importe quoi avec ton corps pour te libérer le corps. Tu sais, ça sert à rien, là. OK, c'était pas en éducation physique. Non, c'était ridicule. Puis là, t'es comme... Puis elle est longue, la calice de chanson. À un moment donné, t'es juste en train de soigner tes bras, puis... Puis après, pourquoi vous dessiniez? Non, après, tu faisais... j'ai dit art plastique ou art dramatique? Art dramatique. Okay. Pas art plastique. Je m'excuse. Non, art dramatique. C'est comme... Puis là, tu faisais ça pendant 5 minutes... Puis là, tu sais, au bout d'1 minute, c'est comme, OK, correct, mon corps, il est l'intention, mais je pense pas que c'est la meilleure tune pour faire ça, non? Puis c'était à tous les cours. C'est qu'à un moment donné, j'étais plus capable. Tout le monde jouait un peu comme en tabarnak. Ouais, comme... Tu sais, au moins, il change de tune. Ouais, à toutes les fois qu'elle partait la tune, j'étais comme, j'essaie de me trouver un coin dans le local, qu'on me voit moins. Toi, c'était quoi, secondaire? Quoi? C'est-tu au secondaire? Oui, secondaire 2. Ouais, j'avoue. Oui, puis t'es à l'âge adolescent. Non. Très mauvaise idée. Très mauvaise idée. Je suis encore fâché. Bref, je sais pas si ça a été composé pour ce film-là, mais c'est... Ça se retrouve dedans. Ça se retrouve dedans. Il y a une place spéciale en enfer pour la personne qui l'a composé. Ah ouais? Oui. OK. T'as trouvé bonne à ce point-là? Ben, je l'ai pas entendu à chaque début de cours. Puis t'as pas obligé de courir partout dans Moi, pour exprimer ton corps. Sinon, j'ai écouté un film qui s'appelle Remote Control. Remote. Un film de 1988. C'est un film avec un look... comment je pourrais dire? C'est comme... oui, ça se passe dans les années 80, mais le film mélange un peu les années 80 et ce que les années 50 pensaient que les années 80 allaient être. Fait que tu sais, il y a beaucoup de coupes de cheveux très... tu sais, comme cartoon un peu, des gros hairdo, là, je sais pas comment appeler ça, des rockabilly style. Ouais, un peu rockabilly, mais tu sais, un peu Jetson aussi. Okay. Le futur vu des années 50, c'est ça? C'est ça, sauf que le film, ça passe en 88, mais c'est comme une réalité un peu alternative. Et l'histoire... Une uchronie. C'est ça. Il y a des gens qui louent un film qui s'appelle Remote Control. Puis l'action au début se passe dans un club vidéo. Et c'est avec Kevin Dillon, le frère de Matt Dillon, le gars qui joue dans Entourage et dans The Blob. Et lui, il travaille dans un club vidéo. Et c'est ça, c'est que les gens, quand ils louent le film, ils l'écoutent. Puis là, c'est un film des années 50. Qui s'appelle Remote Control et ça commence, il y a une scène puis il y a une madame, la madame dans le film est comme un peu contrôlée parce qu'elle check la télé puis là son mari est comme « Hey, qu'est-ce que tu fais? » Puis là, elle tue son mari
avec des espèces de pinces weird. Puis là, elle se retourne, puis elle regarde la caméra. Puis là, les gens qui écoutent le film, eux, ils commencent à être possédés par le film. Et là, ils tuent du monde alentour d'eux. Okay. Fait que c'est comme si le film te envoie des ondes qui contrôlent les gens. Et ce qu'on comprend plus tard, c'est que c'est des extraterrestres qui font comme une genre d'invasion par les ondes télé. Ouais. Aujourd'hui, ils utiliseraient Facebook. Oui. C'était mon commentaire éditorial. Ouais. Et tabarnouche. Hey, c'est deep, ça. Hey, c'est... Hein? On n'y est plus. L'homme est un loup pour l'homme. Puis c'est ça. Ouais. Puis l'histoire est un peu... c'est-à-dire, comme la trame narrative est un peu simple. Ouais. C'est genre Kevin Dillon qui se rend compte de ça, puis il est accusé d'avoir tué du monde parce qu'il se retrouve tout le temps aux places où les gens ont écouté les cassettes puis ils s'entretuent. Vers la fin, à un moment donné, ça devient un peu mélangeant. Là. Tu sais plus qui est avec qui travaille pour quoi, mais bon, c'est pas parfait. Mais pour le look du film, pour le mood, c'est vraiment... On est des années 80 avec toute la technologie... des clubs vidéo, les images télé, les ondes, tout ça. L'espèce de mind control aussi. Puis c'est un hommage aussi au film cheap sci-fi des années 50. Fait que j'ai bien apprécié. J'ai jamais vu ça. Puis il y a quelque chose que je me pose comme question. Parce que là, c'est les extraterrestres, right? Ouais. Qui veulent distribuer le film. C'est eux qui distribuent le film. Oui, il y a beaucoup de questions. Ça veut dire que les aliens ont tourné le film. Ouais, c'est ça. Puis aussi, puis ils ont décidé... Ils ont un modèle d'affaires pour installer un genre de gros panneaux en carton pour présenter le film. C'est ça, j'allais dire. Est-ce qu'ils ont un panneau de présentation comme dans le temps avec le vidéo, là? Ouais, c'est ça. C'est un panneau, mais t'as les cassettes, mais t'as aussi une antenne en haut qui tourne. OK. qui reçoit les ondes, je sais pas trop. La seule affaire, c'est ça, c'est qu'au début, quand ils l'installent, il y a plein de monde qui loue le film, mais il y a juste un meurtre qui arrive. OK. Puis là, il faut que Kevin Dillon trouve toutes les copies des VHS puis les détruise. Il y a un mélange. Ça ressemble aussi un peu à Halloween 3. C'est ça que je sais pour dire. Ouais, un peu Halloween 3, un peu des livres aussi. Uh-huh. C'est ce genre-là de le contrôle des esprits par les ondes télé. C'était génial. Ça, c'est Halloween 2. Ah non, 3, t'as raison, c'est le 3. Oui. Je mélange le 3 puis le 4. Parce que je suis pas capable de pas m'imaginer comme les extraterrestres sur le plateau. C'est comme cut, non, on va la refaire, ça fonctionne pas. Soit plus humain. Ils ont travaillé là-dessus pendant 3 ans, ils sont allés en montage, ils étaient pas sûrs. Puis là, il y en avait des aliens là-dedans qui étaient pas créatifs, mais qui faisaient tous les calls créatifs. Ils pensaient qu'ils étaient original, mais c'était juste des sociopathes, mais c'est eux qui contrôlent l'argent, fait que t'as pas le droit de les écouter. Fait que là, il y a un combat de clash entre les aliens qui sont des vrais professionnels, plus eux qui c'est juste des Christy de cave. Puis là, ça finit qu'ultimement, c'est une espèce de pêle-mêle, puis le film aurait pu tellement être plus tueur encore qu'il est au final, mais à cause des gens qui ont interféré, des aliens qui ont interféré, ça n'a pas eu le succès. Non, ça a été un direct vidéo. C'est clair, par exemple, qu'ils vont blâmer ceux qui étaient les créatifs sur le projet. C'est tout le temps comme ça. Puis aussi le fait que pendant longtemps, on écoutait le film parce que j'étais avec Val, puis on écoutait ça, puis tu sais, on se disait c'est bizarre, c'est comme 5 minutes. Le film dure 5 minutes, puis là, les gens sont brainwashés. Mais qu'est-ce qui se passe après? Puis à un moment donné, le film répond, il y a comme d'autres scènes. Puis là, on embarque plus dans l'espèce d'univers weird. Là, puis, ça va bien quand même. Pour de vrai, je suis fasciné. C'est vraiment pas parfait, là, mais c'était vraiment cool. OK. Ouais. Tu l'as bien vendu, je trouve. Ouais. J'ai comme vraiment le goût de le voir. Ouais. Puis, je terminerai avec le film... celui que j'ai écouté 3 fois, je pense. Le film Savage. Un film avec Olivier Gruner. Ouh. Et
Ça fait oh my God, ok. Parce que là, on est un peu dans le même mood que Remote Control parce qu'on parle d'ondes extraterrestres un peu. Mais Savage, chez Olivier Gruner et sa famille au début, qui habitent ils sont dans la maison, puis là, ils se font tout assassiner. Sauf Olivier Gruner, finalement, il se fait pas assassiner. Il est juste un peu comment qu'on appelle cathodique? Non, pas catatonique, merci. Cathodique, c'est la télé. La télévision. Il est comme dans un asile, puis là, il regarde dans le vide. Mais là, il y a des ondes télé, c'est ça, qui jouent une chanson qui lui rappelle ce qui s'est passé. Puis là, il entend des voix comme qui l'appellent un peu. Puis là, il s'évade de l'asile et se retrouve dans le désert, un désert en Californie. Il marche pendant longtemps avec sa drôle de perruque de faux cheveux longs. Puis il tombe dans une grotte. Et là, dans la grotte, il y a des dessins sur les grottes qui montrent des hiéroglyphes avec des hommes de Cro-Magnon et des extraterrestres. Puis là, il y a comme une espèce de rayon lumineux qui lui donne des pouvoirs. Puis là, il devient Savage, un genre de super-humain qui... Au début, on sait pas trop qu'est-ce qui se passe. Là. C'est un genre de film que plus t'avances, plus il dévoile les choses. C'est pas comme... Je peux pas te dire tout de suite qu'est-ce qui se passe, mais c'est que avec ça, là, il se retrouve en ville et il se fait comme arrêter un moment donné parce qu'il détruit une vitrine pour s'habiller. Mais tu sais, il est un peu... Il parle pas comme le nom sauvage. Tu sais, il est comme... Savage. Il est comme... ça l'a rendu primitif. C'est ça, primitif. Et il lui donne... c'est ça, quand il se fait arrêter, là, il y a un petit bip là, sur le radar d'une société. Une société dirigée par un genre de Mark Zuckerberg qui tripe sur le VR, qui est comme une compagnie de VR. Puis le bip fait que lui, il catch que ce gars-là, Olivier Gruner, il va aller le tuer. Fait que là, lui, il envoie des sbires pour essayer d'attraper notre Olivier Gruner, mais lui, il pitche le monde partout, il tue du monde. Puis, ce qu'on apprend, c'est que le gars qui fait du VR, lui, il a trouvé la façon de vivre éternellement selon un code binaire par des extraterrestres qui ressemblent aux extraterrestres dans Cocoon. Ah ouais, c'est genre... Ils sont lettres, eux autres. Sont comme super blanc, trop éclairés. Ouais, c'est ça. Fait que là, lui, il veut envoyer sa conscience dans une espèce de pod qui va le transformer en genre d'être, je sais pas trop, là, de lumière et de chiffres. C'est ce que les Réaliens croient. Et c'est ça. Fait que là, t'as Olivier Gruner qui doit se battre pour se rendre à ce building-là pour essayer d'empêcher ce gars-là de devenir, de créer un autre genre d'humain. Et ça, ce qui... Mais c'est qui le gentil? Parce que c'est Olivier Gruner, parce que les extraterrestres le savent qu'est-ce qui va se passer. Si ce gars-là, il crie, ça va détruire l'humanité. Fait que là, il envoie Olivier Gruner par des espèces de signaux dans la radio et dans les télés pour essayer de l'amener. Puis là, lui, il catch pas trop pourquoi, mais il sait qu'il faut qu'il aille tuer ce gars-là. C'est compliqué. Et ce gars-là est responsable d'avoir tué sa famille au début parce qu'il voulait détruire la maison, parce qu'il avait besoin du terrain pour placer une espèce de genre une série de satellites pour se rendre à l'endroit où il va faire son affaire qui va l'amener dans une autre réalité. En tout cas, c'était insane avec de l'action. Puis c'est comme le film... un look, tu sais, genre que je comprends pas pourquoi c'est pas plus big que ça. Okay. Parce que, tu sais, c'est pas écœurant, là, c'est niaiseux, mais, tu sais, c'est aussi bon, mettons, que I Come in Peace avec Dolph Lundgren. Ah ouais. Des films de Van Damme, ça aurait pu être ça. Puis c'est pas cheap non plus. Il y a comme de l'action, puis de la sci-fi, des effets spéciaux. Fait que... je sais pas, c'est tellement capoté comme film, j'ai adoré. Il
ça me rend triste qu'on peut plus faire de films comme ça. Tu sais, comme de prendre un risque aussi fou qu'est-ce que ça devrait être? Ces films-là, ça devrait être des films de Netflix. Parce que, tu sais, les films de Netflix sont tellement oubliables. Là. Ils devraient prendre des chances comme ça. Des trucs complètement wacky. Devenir la nouvelle canon de prendre des super gros risques. Ils ont l'argent pour, en plus, puis ça solliciterait beaucoup plus l'intérêt, je pense. Ouais. Je sais pas pourquoi ça fait ça. Je sais pas pourquoi les films de Netflix sont si... Mais... Parce que ça... Le synopsis, c'est absolument fou. C'est fou, là. C'est de la folie bien raide, là. Mais... Ils font ça, mais ils coupent bien des affaires, puis c'est juste plate. De détruire un building parce que tu as besoin de satellites, là, ça fait aucun sens là, sur le terrain en même temps. Mais j'adore, là. Ça aussi, tu m'as donné l'eau à la bouche. Où est-ce que tu peux les trouver, les deux derniers dont tu as parlé, dont... Savage, c'est sur Tubi. Puis Remote Control? Remote Control... iTunes.videotron.com? Ouais, parce qu'il n'est pas évident à trouver. OK. Ouais. Mais ça se trouve, là. C'est juste que, tu sais, faut chercher un petit peu. Okay. Faut mettre l'effort. Il n'est pas sur une plateforme officielle. Ouais, c'est ça. Parfait. Merci, Simon. Johan? Oui, j'ai plein de petites nouvelles, des petites affaires. Vas-y. Mais parlons tout de suite du trailer du nouveau jeu d'Halloween. Ouais. Puis, ça fait longtemps... Je suis plutôt positif. Je suis tout le temps positif. Oui, absolument. Puis, ça fait longtemps que j'ai pas été autant d'un nouveau trailer de jeu. Ouais. Parce que, tu sais, au début, on a la musique. Ouais. Puis là, je me suis dit, on a un nouveau jeu d'Halloween. Mm-hmm. Puis là, le trailer commence, puis là, bon, Donald Pleasence c'est mort, c'est qu'il faut que tu trouves quelqu'un pour imiter sa voix. Ouais. La personne qu'ils ont trouvée était pas bonne pour imiter sa voix. Et non seulement pas bonne pour imiter sa voix. Il n'y a pas de prestance dans ça. Il n'y a pas de prestance. L'acting est terrible. C'est terrible, Je suis tout à fait d'accord avec toi. Ouais. Puis là, le plan de caméra, comme, tu sais, c'est un genre de travelling de côté, puis ça se rend jusqu'en temps qu'il y a une des babysitters qui court d'une maison pour aller dans l'autre maison pour essayer de les avertir. Puis là, de shape, Michael sort de la noirceur. Même les mouvements sont bizarres. C'est bizarre, c'est comme, tu sais, ils bougent pas comme des humains, là. Ils bougent même, tu sais, comme des weird pantins. Tout était comme, tu sais, il y a tout comme un côté cheap à tout un petit peu off, ouais. Au trailer, puis comme vraiment off. Puis là, après, j'ai vu que les développeurs, c'était Gun puis Ilphonic. Mm-hmm. Gun sont pires que Ilphonic, mais tu sais, c'est ceux qui ont fait Killer Clown from Outer Space, le jeu, Friday the 13th, le jeu, Chainsaw Massacre, Ghostbusters Spirit, Predator, tu sais, c'est tous des jeux de licence. Et qu'est-ce qu'on sait déjà? Ben, du moins, du côté de Gun, Ilphonic sont un peu moins pires. C'est que vous achetez, du moins pour le côté multiplayer, vous l'achetez pour 2 ans. Dans 2 ans, les serveurs vont être fermés. Ouais. Puis, ils avaient utilisé la poursuite pendant Friday the 13th pour fermer leur serveur. Puis même l'écrivain est sorti beaucoup plus tard, quand il a su. L'écrivain de Friday the 13th? De Friday the 13th, en disant, ben non, il aurait pu continuer à garder les serveurs. Ça, c'était pas un problème là, dans notre... C'est ils sont très vite. Texas Chainsaw Massacre, ils ont déjà fermé les serveurs. Là. Je pense que Ghostbusters, le jeu de Ghostbusters auquel tu fais référence, c'est probablement un des seuls qui en ce moment est même maintenu à jour. Ils font des nouvelles mises à jour selon les saisons. Parce que c'est Ilphonic, c'est pas Gun. Okay. Mais là, ils le font ensemble. Là, j'espère que c'est Ilphonic qui va le faire. Comme ça, on sait... Si c'est Ilphonic qui le fait, les serveurs vont rester ouverts plus longtemps. Mais tu sais, si tu vas en connaissance de cause, OK, je vais jouer pendant 2 ans, 50$ pour 2 ans, parce que j'espère que c'est dans les eaux qui vont le vendre, là. C'est pas trop pire. Tu sais, c'est 25$ de l'année. Moi, je l'ai vu dans des mauvaises conditions. Là. Je l'ai vu sur mon téléphone, puis j'étais un petit peu le soleil était sur mon écran, fait que j'ai de la misère à voir ce qui était présenté, mais je me fie surtout au son. Mais de ce que j'ai compris, parce que ça donne une idée à quel point j'ai mal vu, là, puis aussi comment le trailer est fait, la bande-annonce est faite. Quand la babysitter passe d'une maison à l'autre, parce que c'est ce qu'on voit dans la bande-annonce, elle sort d'une maison puis elle passe à une autre maison, je pensais que c'était comme, tu sais, les vieux point and click où les séquences étaient faites en animation 2D, un peu à la manière de X-Wing puis TIE Fighter, là. Je pensais que c'était ça. Fait que du coup, je pensais que c'était un hommage à ce genre de jeu-là, mais c'est en 3D. La séquence est en 3D. Oui, la séquence est en 3D. Puis le gameplay, le gros du gameplay, ça va être multijoueur. Mais là, c'est un de leurs premiers jeux où c'est qu'ils vont faire un vrai
single player. Il y en avait eu un single player pour Friday the 13th, mais c'était juste le multiplayer que les humains, c'est des bots, puis tu jouais Jason. Ouais. Tu pouvais pas jouer un des humains dans le multiplayer, dans le single player de Friday. Mais là, ça a été un vrai single player avec une histoire, puis tout ça. Puis ça fait qu'au moins, il y a ce côté-là qui est intéressant, ils ouvrent leur univers un peu, puis ça va être une nouvelle histoire. Là, je sais pas si on va jouer Michael Myers ou on va jouer un des babysitters ou peut-être qu'on va jouer les deux dans le single player. Je sais pas c'est quoi la question en tête. Mais pour le multiplayer, comment que ça va jouer, c'est plusieurs humains contre Michael Myers. Mais Michael Myers, doit se cacher quand même parce qu'il y a des NPC policiers qui traquent Michael Myers. C'est-à-dire que le joueur qui est tout seul, qui est de shape, doit aussi dealer avec comme la police qui essaie de l'attraper. Fait que ça va se passer probablement dans Haddonfield, ouais, dans les rues d'Haddonfield durant Halloween. Ouais. Ah, ça, c'est quand même une bonne idée. Le jeu va être le fun. Je sais que nous, sur le Discord, on a fait une soirée Friday the 13th, puis on a fait une soirée Texas Chainsaw Massacre, puis on a eu du fun. On a capoté comment on a eu du fun. Moi, j'étais pas là, mais j'en ai entendu parler. On a ri, là. La première fois qu'on l'a fait, c'est avec Friday the 13th. Puis c'est quand même, il y a un Jason, il y a une personne qui joue Jason. J'ai joué à celui-là une fois. C'est le fun. Ouais. Le jeu est vraiment le fun. C'est pour ça que j'ai quand même espoir que le Halloween, c'est juste un mauvais trailer. Là. Ouais. Le Friday the 13th, on jouait, puis si je me rappelle bien, c'était 6 humains contre Jason. Puis comment ça fonctionne, c'est quand on est proche sur le chat, faut qu'on chuchote parce que si Jason est proche, il va t'entendre. Ah ouais. Et plus Jason devient menaçant et proche, plus la toune part, plus le de Jason commence. Il se téléporte aussi. Oui, tu peux téléporter, tu as toutes sortes de pouvoirs, tu peux voir à travers les murs quand tu es Jason. Si, parce que c'est un peu... ça fait partie du lore. Mais je trouve ça malade là, qu'ils ont incorporé ça, parce que c'est vrai que dans le film, ils nous le présentent pas, mais tu as l'impression que c'est téléporte. Dans la première game, là, on était en train de capoter. J'étais avec une autre personne, je me rappelle pas. Je pense que c'est Benji. J'étais avec Benji dans un des chalets, puis on cherchait une clé. Puis là, on chuchotait, hey, attention, puis là, ça commençait, c'est comme Jason arrive. Puis là, lui, il va se cacher, puis là, moi, je me cherche une cachette, puis au moment que je tourne le coin, Jason passe à travers la porte d'un coup, là, bang, il éclate la porte à la... Jason, hein? Jason puis les portes. Non, il y a de la misère, il s'en sac un peu, des conventions. Bang, les morceaux de bois volent, tout ça. Je fais le saut. Puis là, je commence à courir, puis je suis comme, oh non, j'ai la chienne. Et là, j'entends Jules qui jouait Jason, me dire, m'a te pogné, mon tabarnak. Ça, c'est puis ça comme, tu sais, la magie du vendredi 13 est devenue vraiment weird. J'étais tellement je riais tellement que il m'a pogné, il m'a mis la face dans un feu de camp, puis il m'a écrasé avec son pied. Fait que Jules m'a tué en tant que Friday the 13th. Puis Chainsaw Massacre, on a joué toute la soirée où c'est que là c'était 3 tueurs contre 5 survivants, puis on a joué là comme une soirée complète, puis on a eu full de fun. Espérons que le prochain Halloween soit le fun, on fera une autre soirée Discord. Okay. C'est vraiment le même type de jeu. C'est tout la le même temps. compagnie. Ouais. Excellent. Moi j'ai des petites nouvelles, une triste nouvelle en fait, puis j'ai vu ça passer, puis j'étais j'ai contre-vérifié parce que du coup je pensais que c'était une blague ou quelque chose qui était pas vrai, mais c'est Radio-Canada qui rapporte la nouvelle que Télétoon, la chaîne Télétoon, qui assure la traduction québécoise des Simpsons, qui existe depuis maintenant 35 ans, a enlevé de sa grille horaire de l'automne les Simpsons parce que, semblerait-il, qu'ils n'ont pas été capables de s'entendre avec Disney pour les droits et tout ça. Il y a comme un genre de litige. Et donc voilà, depuis 2020, les Simpsons sont diffusés aussi sur Disney+, qui est la chaîne de diffusion continue de Disney, et ça affecte justement les revenus de Télétoon, comme le câble en général est en crise. Et donc, Corus, qui possède Télétoon, essaie de négocier avec The Walt Disney Company, puis les autres disent que c'est comme une compétition déloyale, puis ça retire un certain achalandage sur leur chaîne. Donc, ils n'ont pas parvenu à s'entendre. Et là, pour l'instant, il semblerait-il qu'il n'y aura pas de nouvelle saison traduite en québécois des Simpsons parce qu'il existe une version française. Ça serait la fin d'une époque. Ils ont arrêté de traduire la 36e saison. Il est en train de la faire. Il est en train de la faire. Oh, ouais. Parce que c'est ça. Ouais. Fait que je sais qu'il y a une pétition
Exact. Pour ça. Une pétition qui a été lancée vendredi dernier par un certain Joshua Soto, ouais, c'est ça. Et j'ai vu que tantôt, elle était rendue à 22 000 signataires. Vous pouvez aussi donner de l'argent, quoique la raison de donner de l'argent pour moi n'était pas très claire. Je pensais pour financer une autre saison, une partie de la saison, je sais pas trop. Mais vous pouvez signer sans avoir à donner de l'argent. C'est ce que j'ai fait d'ailleurs. Il faut dire que Disney a acheté 20th Century Fox en 2019 à peu près, je crois, si je me souviens bien. Et avec ça, toutes leurs propriétés, dont les Simpsons, dont Family Guy, toutes ces Puis je pensais que Matt Groening, peut-être qu'il ne contrôle plus rien du tout, là, puis il fait juste encaisser ses chèques maintenant, là, mais Matt Groening était très fan de la version québécoise des Simpsons. Il a toujours été fan, mais à qui Matt Groening parlait dans le temps que ça appartenait à Fox, puis à qui il peut parler maintenant que c'est Disney, puis c'est une autre machine, puis on parle tout le temps des monopoles à l'émission, puis c'est ironique parce qu'on en fait quand même la couverture à l'émission, là, on est très conscient de cette espèce de paradoxe-là, mais plus qu'il y a de convergence, moins le client, l'audience de choix, plus les grandes plateformes, les grandes sociétés ont des pouvoirs supplémentaires. Puis le Québec, ça reste un petit marché, entre guillemets, radiophonique, si vous pensez à ça. Ça serait très triste parce que c'est un monument, les Simpsons au Québec, en fait, pour une génération, un peu à la manière de l'humoriste François Pérusse. Ça a marqué une génération, ça a formé l'humour que, je pense, toi, Yoann, on a, puis plein d'autres Québécoises et Québécois. Donc, ça serait excessivement triste s'ils ne sont pas capables de s'en faire. Pour les acteurs aussi, c'est terrible. C'est comme... C'était la chose qui pouvait compter dessus à tous les ans. Il y avait... leur carrière était sécurisée parce qu'ils faisaient des voix sur les Simpsons. Ouais. Depuis 89 que les Simpsons étaient traduits en québécois. D'ailleurs, c'est triste, mais quand Hubert Gagnon, c'est ça, qui traduisait, qui faisait la voix d'Homer, est décédé durant la pandémie. Je pense à cause de la pandémie, son décès est un petit peu passé sous le radar. Là. Il s'est déjà retiré, je pense, pour faire la voix d'Homer. Il la faisait depuis si longtemps. Moi, je l'ai croisé dans la vie. Et c'est le grand-oncle de Charlotte qui est déjà parti à l'émission. C'est un gars vraiment sweet. Pour moi, c'est la voix de Homer. Puis, tu sais, c'est pas juste les voix qui sont traduites. Il y a des référents, il y a des blagues qui sont complètement différentes. C'est ça. On adapte ici. Absolument. Comme en France, ils font la même chose. Puis probablement qu'eux autres, les Français, écoutent la version québécoise, puis ils s'en sacent. Puis c'est réciproque, là. Ça fait partie de la game. Mais pour moi, Homer, c'est un Québécois. C'est juste que, tu sais, le Québec, on est 9,5 millions. Ouais, on est presque 10. Sur disons 10, mais sur le 10, on n'est pas tous francophones. On va dire qu'on est 6 ou 7 millions de francophones. C'est pas un gros marché. 7 millions en France, quelque chose comme ça. 55. C'est ça. Plus que ça. Il y a des années que j'avais vu 55. Moi, j'ai vu 70, 77. Ouais, ça dure. Il doit y avoir beaucoup plus. En tout cas, j'espère qu'ils vont pouvoir éventuellement s'entendre. Je comprends un peu. C'est triste parce que je suis compatible avec les gens qui travaillent encore sur la télé câblée. En même temps, il faut t'adapter. En même temps, c'est comment tu t'adaptes dans un marché qui est excessivement compétitif, avec des entités qui sont beaucoup plus immenses que toi. Qui ont des pouvoirs de promotion et d'argent que toi. Pour une plateforme comme Télétoon, c'est tough de combattre ou d'attirer les yeux vers ta plateforme. Peut-être qu'ils voulaient un montant forfaitaire pour ce qui croyaient perdre en termes de quand l'audience passait pour Disney+. Je sais pas. Mais ils n'ont pas réussi à s'entendre. Donc, on va voir. Peut-être que le chapitre n'est pas encore fermé, mais je trouve quand même que c'est excessivement triste. Faut pas oublier que Lisa a besoin de broches. Oui, puis d'assurance dentaire, c'est ça. Et des petits Gildorois, ça, c'est autre chose. Comment tu veux traduire? Comment tu expliques ça en français? Et des petits Gildorois. Un petit Gildorois. Ça s'explique pas. Une de mes phrases préférées, c'est « Mona, je me suis foulé à la croupe. » Puis ça fait toujours rire. Bon, on va continuer avec toi, Simon. Ça sera pas là. Et Short. T'es le seul maintenant qu'il y a des jingles. Ah ben ouais, toi. Ouais. Ouais, je me sens... Unique. Je me sens, unique avec un K. Comme le nom de mon barbier, unique. Je vais vous faire un petit topo sur où je suis rendu dans les X-Men. Parce que tu as lu les vieilles séries, puis comme là, tu rattrapes, tu es comme 21 ans en retard, 24 ans en arrière. Là, je suis rendu dans les années... je suis rendu en 2000-2001. Donc, t'es 24 ans derrière. Donc, il me reste encore 24 ans à lire, sauf qu'il y a des choses que j'ai déjà lues. Mais aussi, j'en ai profité pendant mes vacances aussi pour me rattraper un peu sur ce qui était... récent dans les X-Men. Et ce que je trouve intéressant, c'est que les deux trucs où je suis rendu, il y avait un certain lien entre les deux.
Okay. Fait que, c'est pour ça que je vais vous en parler. En fait, où je suis rendu dans les X-Men, dans les vieux, en fait, comme je dis, en 2000-2001, c'est Chris Claremont qui est revenu. Ah. Il écrit le titre Uncanny X-Men et X-Men. En même temps, tu as les séries X-Men, X-Force et Generation X qui sont écrits par Warren Ellis. Et les deux ont un style tellement différent ce qui fait que Warren Ellis, comment c'est écrit, ça se lit tellement rapidement. Il n'y a pas grand texte. Et là, tu arrives avec Chris Claremont. Vieille école, et ça paraît. Parce qu'il y a tellement de textes à lire. Et je pense que, de ce que je comprends, son retour, au niveau des critiques, c'était ça. C'est que c'était un style qui était dépassé pour l'époque, même si ce qui arrivait était quand même intéressant. C'était un petit peu comme... demandant peut-être pour le lecteur, ou en tout cas c'était un autre style. C'est ça. Là où je suis rendu, Scott Summers est décédé suite aux événements de 12. 12 qui avait été écrit par Alan Davis, mais on a appris plus tard que Chris Claremont a aidé Alan Davis à écrire ça, donc c'est un peu son histoire. Il y a Cable qui est dans les X-Men maintenant, et il y a un nouveau personnage qui s'appelle Thunderbird. En fait, c'est le même nom que celui qui est mort après le Giant Size X-Men, mais là, c'est un autre gars qui le fait, c'est Neil Shara. Et lui, quand je l'ai lu, j'étais comme, j'ai aucune idée c'est qui. Ouais. Puis là, puis ce que j'ai compris, c'est qu'il était même là dans l'air Krakoa, mais tu sais, genre, il y avait tellement de personnages, c'est sûr que... Comment les plus, là? C'est ça, je savais pas c'était qui. Et ils ont des nouveaux méchants, en fait, les X-Men vont combattre les Neo, N-E-O, qui est une espèce de tribu de mutants qui se sont retirés de la société en attendant que les humains meurent. Fait que là, eux autres sont hyper puissants. Ils se battent aussi contre The Goth et contre The Shockwave Riders. Fait que c'est des grosses affaires. Puis ce qui est le fun avec Chris Claremont aussi, c'est qu'il, lui, tu sais, il a tellement créé d'affaires de X-Men, puis il a pas beaucoup pris d'éléments qui avaient été rajoutés depuis son départ. Il y en a quelques-uns, mais aussi, il ramène des affaires que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vues. Des personnages aussi que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vus. Fait que ça, c'est le fun, mais où ce que je suis rendu, il y a eu un événement qui s'appelle Maximum Security. OK. Et Maximum Security, c'est un événement écrit par Kurt Busiek, qui a écrit Astro City et qui a créé les Thunderbolts. Ouais. Et dans cet événement-là, en fait, c'est que tu as plusieurs races extraterrestres qui se mettent ensemble. Ils ont un genre comment on appelle ça? Pas un comité, mais une espèce de conseil, whatever, un council avec plein de monde. Puis là, ils sont là. Les humains, ils se mêlent tout le temps des affaires qu'il faut pas. Puis nous autres, puis c'est comme un comité de parents, c'est ça? C'est un peu ça. Puis ça, c'est présidé par les Shi'ar. Les Shi'ar qui sont menés par Lilandra, l'empresse Lilandra, qui est l'ex de Charles Xavier. Et là-dedans... elle est comme, ouais, mais les humains, tu sais, parce qu'elle aime encore Charles, même s'il n'est plus avec, tu sais, parce qu'il y a la distance, pis tout. Et là, elle est comme, je suis comme faux, tu sais. Mais là, les gens, les extraterrestres, chialent assez pour qu'ils prennent une décision et que toutes les races extraterrestres envoient leurs prisonniers sur la Terre et qu'ils traitent la Terre comme une prison pour les criminels intergalactiques. Comme l'Australie. C'est ça, je t'ai pour dire, comme l'Australie. C'est vraiment ça. Wow. Fait que là, tu sais, ça arrive d'une shot, puis là, tout le monde est comme, qu'est-ce qui se passe? Fait que ça, c'est Maximum Security. Mais là-dedans, t'as Professeur X qui, en fait, lui, il va retourner voir les Shi'ar pour essayer d'expliquer mais faites pas ça parce que tu sais, puis là essayer de convaincre Lilandra de pas faire ça. Et aussi pendant ce temps-là il s'occupait d'un groupe de mutants Skrull qui s'appelle Cadre K.
Et c'est comme un genre de X-Men, mais juste des jeunes Skrulls. Fait que là, il y a ça qui se passe, puis il y a le retour de Bishop qui était dans une autre dimension, en tout cas. Fait que là, moi, tu sais, c'était pas super bon, honnêtement, mais c'était comme le fun à lire quand même. Puis tu sais, il y avait les Avengers, puis il y avait Silver Surfer, puis tout ça. Puis là, en même temps, je lisais ce qui se passait dans les titres récents, dans le From the Ashes, là, depuis le reboot, depuis la fin de Krakoa. Et là, il y avait un événement qui se passait sur plusieurs titres qui s'appelait X-Men Hunt. Et c'était dans ça, Charles Xavier, qui était rendu un prisonnier maintenant, suite aux événements de Krakoa, parce qu'il a fait des trucs un peu questionnables. Là, il se fait... En fait, il apprend que sa fille, qui est Xandra, qui est la fille qu'il a eue avec Lilandra, qui est maintenant, elle, l'empresse des chiards, parce que Lilandra est morte, ça fait longtemps. Ben là, elle se fait attaquer par d'autres groupes de chiards. C'est tout le temps compliqué leur affaire géopolitique extraterrestre. Mais bref, là, Charles Xavier reçoit le message dans sa tête, puis là, il fait « Oh shit, faut que je m'évade. » Puis là, il réussit à s'évader avec l'aide de certains personnages. Et fait que là, évidemment, tous les groupes de X-Men différents sont à la poursuite de Charles Xavier. Il y en a qui veulent l'arrêter, il y en a qui veulent l'aider, blablabla. Puis, en fait, c'est que Charles Xavier, là-dedans, veut retrouver le dernier œuf qu'il a gardé de l'ère Krakoa. Et avec ça, il ramène à la vie Lilandra, le chiard. Et l'histoire finit... Parce que là-dedans aussi, on apprend qu'il y a une espèce de tumeur au cerveau qui affecte son comportement et aussi sa télépathie. Fait qu'ils ont, dans l'histoire, ils réussissent à une espèce d'expliquer pourquoi, dans les derniers temps, Charles Xavier a fait des choix un peu étranges. Shady, Puis là, ils réussissent à, évidemment, enlever sa tumeur. Et à la fin, le spoiler, mais c'est pas grave. En fait, l'événement sert un peu à, comment on pourrait dire en français, write-off. C'est du retconning, donc c'est comme si on effaçait, c'est comme si on corrigeait quelque chose. En fait, non, c'est plus que quand on décide de ce personnage-là, on va le retirer de cette série-là. Fait que c'est ça qui arrive là, en retournant voir les chiards et essayer de sauver sa fille. Okay. Il y a un moment où il dit bye aux X-Men, puis je pense que j'ai fait ce que j'avais à faire ici, vous êtes corrects sans moi, blabla. Puis, ce qu'il fait souvent d'ailleurs. Ben, c'est ça, il le fait souvent, mais là, dans ce moment-là, de rester. À ce moment-là, je dois avouer que je sentais comme, OK, je pense que on n'a plus rien à dire avec Charles Xavier. Je pense qu'il va partir pendant un bout sans qu'on le tue. Parce que souvent, il meurt. Puis je trouvais ça intéressant. Puis j'ai même eu une petite émotion. J'ai fait que, OK, c'est bien écrit. Fait que là, je trouvais ça drôle que les deux séries que je lisais, c'était encore Charles Xavier qui retournait voir les chiards parce qu'on essaie de plus l'écrire dans les séries. Fait que c'est là que je suis rendu. Donc, Maximum Security, c'était décembre 2000, janvier 2001. Donc, j'arrive à 2001. Nice. Et j'approche tranquillement de Grant Morrison. Mais avec je sais The aussi... New X-Men. Oui, exact. Mais aussi, je crois que la fin du retour de Chris Claremont aussi s'en vient. Je pense qu'il a écrit 9 numéros sur les 2 titres. Après, je pense qu'il est tombé sur Extreme X-Men, c'est ça. Qui est en même temps que la run de Morrison. Fait que j'ai hâte de voir comment tout ça... Y a-tu quelque chose entre les deux? Qu'est-ce qui va se passer? Je suis rendu là, mais j'aime toujours ça. C'est cool, là. Ouais, parce que je sais que dans Extreme X-Men, pas Extreme X-Men, mais The New X-Men de Grant Morrison, puis là, spoilers, mais ça fait genre 24 ans. Là, mais Jean Grey finit par décéder, puis c'est relativement récemment qu'on l'a ramené dans les bandes dessinées. Il y a peut-être dans les 4-5 dernières années. Ouais. C'est rare qu'un personnage est resté
mort en bande dessinée aussi longtemps. C'est long. C'est surtout un personnage important comme celui-ci. Mais c'est pour dire à quel point ça arrive. Oui, ça arrive souvent. Ça arrive souvent qu'elle meurt, mais finalement, elle meurt pas. Finalement, c'est un clone. Mais je trouve ça... Là, est-ce que ces nouveaux titres-là, tu les as rajoutés à tes listes de lecture ou tu vas les arracher? J'ai décidé, sur la liste de Krakoa, j'ai décidé quand même de mettre From Ashes selon l'ordre que j'ai trouvé un peu. Okay. J'ai peut-être des ajustements là, à faire avec les derniers numéros, mais c'est ça. J'essaie de au moins tenir ça à jour quand je peux. Là. Donc, pour les gens qui sont sur le Discord des Mystérieux Étonnants ou qui veulent avoir la liste de lecture de Simon des X-Men, il y a une section liste de lecture, puis tout a mis des choses. Je sais qu'il y a une section Star Wars aussi. Donc, si ça vous intéresse, parce que c'est... Même, il y en a des listes de lecture en ligne là, pour différentes séries, mais c'est pas toujours complet, c'est un petit peu différent, il manque des affaires. Fait que vous avez une bonne liste de lecture avec Simon qui... d'un, t'es un archiviste, fait que j'imagine que t'as aussi ces réflexes-là dans ta liste. Il y a de la recherche. La recherche, donc c'est disponible sur le Discord des Mystérieux Étonnants. Oui. Extreme X-Men, là, ça fait tellement... Comme titre, je veux dire. Ça fait tellement début 2000. Là. Ouais, j'imagine que tout le monde fait du skateboard. Là. Non, dans le fond, ils font juste porter du cuir. Oui, c'est ça. Ouais. Mais c'est en parallèle de la série de Grant Morrison qui il y avait tout un peu le même costume. On revenait à l'idée que les X-Men étaient aussi des professeurs. Donc, c'était Frank Whiteley qui dessinait. Fait que c'était un style un petit peu plus nerveux, un peu plus léger. C'est vraiment spécial pour les X-Men, mais moi, je trouvais que c'était comme une bonne série. De ce que j'ai lu la finale de New X-Men dans le temps. C'est une bonne période. Mais t'es pas loin, là, tu vas te rattraper là, bientôt. Tu vas te rendre à notre époque, puis tu vas juste maintenant lire ce qui sort au fur et à mesure. Tu t'imagines-tu? Ça va être comme plus lent, ça va être moins le fun, non? C'est d'attendre, non. Donc, tu vas être libéré. Moins de pression. Non, je vais lire d'autres choses après. T'es comme, tu sais, dans les Grecs, c'est qui celui qui monte la montagne, la roche en haut de la montagne? Tom Cruise dans Mission Impossible. Oui, c'est ça, Tom Cruise. C'est Tom Cruise, oui, c'est ça. C'est Tom Cruise qui finit par rechercher la pierre, hein, c'est ça? Oui, c'est ça. Il paraît que c'est lui qui la pousse pour vrai. Ben, c'est sûr. C'est malade, hein? C'est sûr. C'est incroyable. Il y a eu un coordinateur de cascade qui a dit non, tu peux pas le faire, ça fait qu'il l'a viré, puis il en a trouvé un gars qui va lui dire c'était sa pierre. Je veux juste mentionner aussi que dans Maximum Security, une affaire qui arrive, c'est que en envoyant tous les criminels sur la Terre, il y a aussi Ego de Living Planet qui attaque le Council. Oh, puis là, ils détruisent. Puis là, ils envoient quelque chose qui ressemble à un bébé, un peu comme Superman. Puis là, il y a un couple qui le trouve. Mais là, finalement, ils se font comme dévorer par Ego qui devient tranquillement, qui prend de l'expansion puis qui prend contrôle de la planète Terre. Wow! Nice! C'est quelque chose, ça. Cool. Mais c'est une bonne idée de traiter la planète Terre comme des genres de prison à ciel ouvert. C'est quand même intéressant. Puis ils peuvent pas se sauver, il n'y a pas vraiment de vaisseau spatial. C'est ça. Cool. Yoann, qu'est-ce que tu avais, toi? Le magasin le plus important de jeux vidéo sur PC reste Steam, même je te dirais que c'est le magasin le plus important en jeux vidéo comme... Ouais. Parce que c'est lui qui a le plus d'usagers, tout console. Ouais, c'est Radio Shack. C'est Radio Shack, oui. Je m'ennuie de Radio Shack. Je m'ennuie du distributeur au. Non, c'était vraiment en somme. C'est eux qui avaient. Jamais les figurines que je voulais. C'est un mensonge. Moi, il y avait. En tout cas, celui de Saint-Eustache, il était on point. Parce que personne n'allait à Saint-Eustache. Ah, c'était pour ça. Parce que moi, j'ai eu la Macho Man de la WWE. Mais maintenant qu'on est des adultes, là, si distribution consommateur existe encore, on irait dès que ça sort. Oui. Maintenant que nous sommes des adultes. C'est ça. Là, on attendait que nos parents nous amènent. Mais maintenant que nous sommes des adultes, nous pouvons aller chercher nous-mêmes nos figurines et jouer quand on veut. Distribution aux consommateurs. CEDAC. Gabe Newell, le propriétaire de Steam, qui est multimilliardaire, s'est trouvé une nouvelle passion. Là, il a acheté il est copropriétaire d'une compagnie qui fait des yachts. C'est drôle de passer de jeux vidéo à faire des yachts. Ouais. Mais des yachts. Mais là, il vient de construire un yacht de 300 millions de dollars. Un yacht? Un yacht. De 300 millions? À 300 millions, c'est un yacht. Yacht solo, excusez. Et il est gros comme un terrain de football. Donc, c'est immense. Mais il va l'utiliser comme plateforme pour faire de la recherche sur les abysses dans nos océans. Donc, il va le donner gratuitement à des scientifiques pour qu'ils font la recherche. Donc, 70 scientifiques peuvent vivre dessus pendant plusieurs mois.
Parce que c'est comme une ville sur l'eau, à cette grosseur-là. Là, comme le Poop Cruise. Mais... c'est malade, le Poop Cruise. On en parlera après, si tu veux, mais là, c'est dégueulasse. Sérieusement, c'est quoi le problème de chier dans un sac? Faites juste chier dans un sac, là. Faites-le. C'est pas un enjeu. Ceux qui se sont retenus pendant 7 jours parce que... se retenus, c'est une chose, mais de se décider de le faire pareil. Puis d'aller dans les toilettes que tu sais qu'ils sont bouchées, puis là, que tout le monde a de la merde jusqu'aux genoux. En tout cas, écoutez ça sur Netflix, c'est bien le fun. Poop Cruise. Poop Cruise. Mais... Il y a la marde partout. Des créateurs de Woodstock 99 ou Poop Cruise. Autant de marde, mais maintenant, c'est sur les océans. Et toutes les recherches qui vont sortir de ça... Du yacht. Vont être gratuits. C'est-à-dire, ils vont donner les brevets, open tout source. ça. C'est open source. Ça veut dire que techniquement, son yacht de 300 millions, j'ai fait une faute, j'ai mis 3000 millions, mais c'est 300 millions. Puis de toutes ces recherches, puis tout ça, ben, il veut donner ça à l'humanité. Mais je sais pas qu'est-ce qu'ils vont trouver. Là. Ben, les océans restent majoritairement ils vont trouver inexplorés. de Meg. Ils vont peut-être trouver des extraterrestres. Meg. Oui. Ils vont trouver Meg Ryan dans le... T'étais là! T'étais là! Une petite antenne qui éclaire sa face. Là. C'est parce qu'il y a une couche de froid entre elle puis Meg Ryan. Puis les deux océans, c'est que Meg Ryan est pris dans l'océan vraiment profond. Ouais. Moi, j'ai entendu dire que c'est plusieurs Meg. C'est plusieurs Meg Ryan. Mais moi, j'ai entendu que Meg Ryan se nourrit de sédiments au fond, justement. Oui, c'est ça, de l'océan. De plancton. De plancton spécial qui ne peuvent survivre qu'à une certaine distance. Donc, c'est ça, man. C'est ça, OK. Oh, puis attends, j'ai pas juste ça. Okay, je vais en faire plein, là. Oui. Je vais faire ça en rafale. D'autres nouvelles de Meg Ryan? Ah oui. Meg Ryan, dans le nouveau Call of Duty. Non, mais c'est possible. Éventuellement, ils risquent de la mettre, là, parce qu'ils ont tout mis. Tout le monde. Ils ont mis Jay Silent Bob, le calice. Jay Silent Bob. Seth Rogen. Seth Rogen. C'est vraiment drôle d'entendre les voix de Seth Rogen quand tu te fais tuer, là. Beavis and Butthead. Bref. Puis plus tous ceux qui ont inventé eux-mêmes là, en cartoon. Tu sais, il y a un pan des fans de Call of Duty qui sont bien fâchés de ça parce que c'est un shooter militaire. Il faudrait que tout le monde soit bien militaire. Mais si tu as joué à Call of Duty, là, tu slides partout, tu sautes partout. Il y a personne qui se déplace comme ça. Ouais, tu sais, l'action ressemble bien plus à Hardboiled que Platoon. Là. Mais bref. Une bonne nouvelle pour tous ceux qui aiment ça, des skins de toutes sortes d'affaires, de couleurs. Les skins vont te suivre du 6 au 7. Pour la première fois. Qu'est-ce que tu veux dire? C'est-à-dire, quand tu achetais un skin pour ton personnage ou ton fusil à Call of Duty, ben, il était pour ce jeu-là. Donc, quand le nouveau sortait, puis tu migrais au nouveau jeu, tu l'avais plus le skin. OK. Mais là... Tout ce qui est du 6 va pouvoir passer au 7. C'est ça, exactement. Fait que si vous avez acheté Jay Silent Bob, vous allez pouvoir y jouer vous allez être Jay Silent Bob dans le 7. Puis le nouveau va avoir un mode histoire. Snoogan. Incroyable. Et il va y avoir un mode histoire que tu peux jouer à 4. Donc, tu vas pouvoir attaquer comme des méchants terroristes quelque part en tant que Jay Silent Bob puis Beavis and Butthead. Même ça, moi. Qu'est-ce que j'aime ça. C'est vrai que ça va être fucking absurde, mais c'est génial. T'sais, on a l'effondrement de toute civilisation, puis il y a ça en parallèle. Je trouve ça beau, moi. C'est ça. On se réfugie là-dedans. C'est comme s'acheter des figurines virtuelles. Ouais. Puis, en plus, tu joues en first person, c'est que tu l'achètes vraiment pour les autres. Tu sais, c'est les autres qui voient ton skin. Là. Ouais, c'est vrai, j'avais pas pensé à ça. Toi, t'as les voix, puis tout ça. Un peu ce qui est le cas que quand t'as une voiture. Ouais. Tu regardes la voiture quand tu sors puis quand elle est parkée devant chez vous, mais la réalité, c'est quand tu conduit, tu peux pas l'admirer. Là. Tu peux admirer l'intérieur, mais pas... Non, c'est ça. C'est un spectacle pour les autres. Tu mets des caméras à l'extérieur qui filment, puis à l'intérieur, tu as des petits moniteurs, là, tu peux l'admirer. Ouais, mais pourquoi tu voudrais faire ça? Ben, parce que t'es vaniteux de ton propre char. Ouais, why not? Puis t'as de l'argent à dépenser. Le gars, le monsieur Gabe Newell. Monsieur Yacht, il doit bien faire ça. Ben oui. Come on, Gabe. Qu'est-ce que t'avais d'autre que tu voulais faire dans Hollow Knight, finalement, on a une date. On a une date pour Silk Song. Ouais. Après 7 ans de développement, c'est le 4 septembre. 7 ans! 4 septembre. Ouais, le 4 septembre. Au soir. Et il va être sur toutes les consoles, dont Game Pass Day One. Ouais, Game Pass Day One. C'est que, est-ce que tu vas jouer parce que tu as fini le premier? J'ai fini Hollow Knight, j'ai fini la première fin, j'ai pas fait toutes les fins de débile et pour avoir vu beaucoup de let's play, j'aurais jamais été capable de faire les fins alternatives. C'est impossible. Genre, je sais que c'est impossible. C'était déjà très difficile pour moi ce jeu-là parce que je ne suis pas un fan de Metroidvania. Puis il est tough.
il est large. J'ai peur. Je veux y jouer, mais j'ai peur que, comme ça a pris tellement de temps, que ce soit si large que je me retrouve pas. J'ai peur que ce soit tellement grand que je me retrouve pas. Mais ça me tente. Je suis intrigué. Puis il y a des petites fonctionnalités, des petits mouvements que le personnage fait que le Hollow Knight dans le premier ne fait pas, qui a l'air assez intéressant. Donc je pense qu'ils ont poussé l'enveloppe, mais je suis bien intrigué de voir les critiques. Anyway, je suis abonné à Game Pass, fait que je vais y jouer. Je vais l'installer, je vais y jouer. C'est ça. Puis là, dès que tu vas commencer, tu vas devenir hook. Comme la dernière fois. Puis tu vas te rendre jusqu'à la fin. Ouais, je vais sacrer en tabarnak. Ouais, les jeux sont difficiles. Ouais, j'avais sacré pas mal, moi, la dernière fois. C'était pas facile. Moi, j'ai réussi enfin à me désabonner de Game Pass. Comment tu veux dire réussi? J'y arrivais pas. Tu y arrivais pas? À un moment donné, j'ai catché que c'est parce qu'il est sur mon autre courriel. Oui, c'est ça. Là, j'ai fait comme... Ouais. Ça faisait comme 1 an, je payais puis je jouais pas. Oh. C'est super. T'as un Xbox, toi? Non, c'était PC. Ah, PC, oui, c'est vrai, t'as raison. Moi, j'ai une petite nouvelle de comic book. Fait que je m'excuse de oh non, t'as le droit. T'as-tu pris le temps de jouer à Indiana Jones, par exemple? Non, parce que c'était... je voulais jouer, puis à un moment donné, j'ai vu que c'était first person. Oui, mais ça vaut la peine. C'est les deux, mais ça vaut la peine. C'est les deux parce que j'ai de la misère avec first person. Pas que j'aime pas ça. Non. Je trouve les jeux, ça peut être le fun, mais moi, je suis pas bon. Ta préférence est en third. Ouais, c'est ça. En troisième personne. Je suis vraiment pas bon. Mais tu peux le mettre. J'ai pogné Robocop, là. Ouais. Puis j'ai pas toffé longtemps. Là. Moi, j'ai commencé à jouer. Puis je suis comme... j'ai trouvé les mécaniques les mécaniques d'enquête tellement basique que ça m'a... Ça t'a arrêté? Ça m'a comme répugné. Moi, je l'ai acheté, puis le lendemain, il sortait sur Game Pass. J'ai fait la même affaire. Je l'ai acheté à 7 écucs, puis une semaine après, il sortait sur Game Pass. Ouais. Puis tu sais, j'ai aimé la première mission parce que tu sais, la toune part, puis c'est des punks, c'est très 90s, là. C'est très 80s, c'est parfait. Mais je me suis rapidement tanné, genre. J'ai pas retourné. J'ai passé la première mission. C'est ça. Mais je vais retourner. C'est ça. C'est pas parce que j'ai pas aimé ça. C'est que, tu le sais, je jongle avec 10 jeux en même temps. Oui. Puis là, je suis en train de jouer à Hell Is Us. Je peux pas vous en parler parce qu'il y a un embargo en ce moment. Ouais. Parce que je suis en train d'écrire ma critique. C'est vrai, tu vas en parler prochainement, là. Prochainement, quand l'embargo va être levé. Un jeu québécois, là, il sort bientôt. Okay. Je pensais que tu t'étais mis un embargo sur ta critique. Je suis dur avec moi-même. Ouais, c'est ça. Tant qu'elle n'est pas finie. Là. Il va se poursuivre s'il sort avant la date qui s'est imposée. Mais non, je suis les règlements. C'est correct. Ce que je peux dire, c'est qu'en ce moment, j'apprécie beaucoup mon temps avec le jeu, mais je peux pas en dire plus. Non, mets-toi pas dans la merde. Personne va être fâché que je dis que j'aime ça. Là. Il n'y a pas personne du studio qui va dire hey, ils n'ont pas le droit de dire qu'ils aiment ça, lui-là. Une nouvelle de comic book. En septembre prochain, ça va marquer la première collaboration entre Frank Miller et le créateur de Spawn, Todd McFarlane, depuis 30 ans. Oh my God! Quand même deux personnages importants de la bande dessinée américaine. Donc, pour un numéro spécial, numéro 3 de The Curse of Shirley Johnson, que je connaissais pas, c'est un des nombreux titres qui se passent dans le Spawnverse, parce que là, Spawn a tout un univers, là, il y a plein de séries dérivées. Mais pour ce troisième numéro-là, il y aura 2 couvertures alternatives, et la première sera signée au niveau du dessin de l'ancrage par Frank Miller. Les couleurs seront faites par Alex Sinclair. C'est la première fois que Frank Miller fait une couverture de Spawn depuis environ 24 ans. Quand même, c'est pas n'importe quoi. Et la deuxième couverture, qui sera, elle, en noir et blanc, sera dessinée par Miller et ancrée par Todd McFarlane lui-même. Leur première collaboration, depuis le numéro 32 de Wizard Magazine en 1994. Donc, ça fait un petit bout. Mais donc, Frank, vas-tu écrire un épisode? Ils le disent pas. Non, il va juste dessiner. Non, il dessine. Puis même quand il dessine, il fait surtout maintenant des pages couverture. Il n'est plus au dessin comme il était dans le temps. Ils sont bizarres. Son dessin. Il y en a perdu, puis c'est comme d'une autre époque en même temps. Ça peut être intéressant d'une certaine façon, mais des fois, c'est vraiment tough. Il y a de quoi, là. Il y a de quoi. Mais je comprends que si vous êtes surtout des gens qui collectionnent des couvertures alternatives, ça peut vous intéresser. D'ailleurs, j'ai parlé de 2 couvertures, mais la réalité, c'est que pour ce numéro-là, il y en a plein. Puis juste le fait que Todd McFarlane publie encore depuis plus de 30 ans des BD de Spawn, je trouve ça extraordinaire. Puis que maintenant son univers, c'est non seulement il perdure, mais qu'il s'est agrandi. Je trouve ça vraiment cool. J'admire ces gens-là qui ont créé leur propre univers, puis que ça a été ça leur création. Tu sais, c'est ça qu'ils. Tu sais, ils ont continué constamment la même chose. Tu sais, exactement comme le réalisateur de Chucky. Oui. Tu sais,
il est tombé dans son... Chucky, c'est à moi, puis c'est ça qu'il a fait jusqu'à la série, puis c'est son bébé. La série est excellente, tu sais, le gars, oui, c'est pas parce que ça fait longtemps qu'il a les mains là-dedans que nécessairement c'est pas bon, puis que c'est ringard, puis... Ce que je trouve hallucinant de la série, c'est qu'il a réussi à wrap up tout. Oui, en fait, c'est le Avengers Endgame du Chuckyverse. Oui. No joke. Puis le côté horreur, le côté goofy, le côté... Il y a tout est là, man. Tout est là. Tout est là. Moi, je continue parce que j'ai juste vu les 3 premiers. C'est les 3 premiers de la saison 1. Je parle les 3 premiers Chucky, films. OK. Mais les premiers épisodes de la saison 1 de Chucky, qui s'appelle Chucky d'ailleurs, parce que la série c'est Child's Play, mais on l'appelle tous Chucky. Mais la série s'appelle Chucky. Au début, ça prend un certain moment parce que pour trouver l'espèce de rythme. Son ton. Ouais, mais une fois, il réussit... Tu sais, il y a des kids qui meurent dans cette série-là. Ça reste très, très goofy, mais très dark. Tu sais, Chucky m'a réussi à convaincre un des enfants de faire des choses assez horribles. Il y a plein de personnages des films qui reviennent. T'as la succulente Jennifer Tilly qui est incroyable. Tout le monde est là. Puis elle rit d'elle-même constamment. Oui, constamment, ouais. Elle est tout le temps en train de référer qu'elle a gagné un Oscar. Puis tout ça. C'est vraiment drôle. C'est super méta, en fait. Ouais. Ouais. Jennifer Tilly, et elle joue dans le film Remote Control. Ah, ouais. Ouais. Oh, man, j'étais déjà intéressé, là, mais là, je suis full-on. Ouais. Je suis un méga fan d'elle. Et selon moi, une des meilleures histoires d'amour queer à la télévision que j'ai vues dans les dernières années est dans la saison 1 de Chucky. Oui. Ouais. Fait que je pense que, bon, là, la 3e saison était la dernière pour l'instant. Je suis sûr que Chucky est pas mort, là. La franchise va sûrement continuer. Mais pour l'instant, il y a 3 saisons. Allez écouter ça, peut-être pendant le temps d'Halloween. Ça pourrait être très bien. Il y a d'ailleurs des épisodes d'Halloween dans la première saison. Oui. C'est très nice. C'est vrai. Ouais. Puis sinon, je voulais juste conclure une autre petite nouvelle de comic book. Je trouvais ça intéressant parce que je fais un parallèle avec ce qui s'arrive en ce moment. Simon, tu es au début des années 2000. Au début des années 2000, les Mystérieux Étonnants ont commencé, là, en 2006. Puis là, je fais référence à quelque chose qui s'est passé en 2005. Pour la première fois en plus de 20 ans, le personnage de Wiccan qui va avoir sa propre mini-série solo. Donc, le personnage a vu sa première apparition dans Young Avengers en 2005. Ça fait quand même un petit bout de temps de ça. Et là, il y aura sa première apparition en décembre prochain dans une série qui s'appelle Wiccan The Witcher's Road, qui fait clairement une référence à la série, aux événements de la série Agatha All Along qui se passait là, sur Disney+, qui était diffusé sur Disney+. J'ai pas eu le temps de l'écouter. Pas extraordinaire. Non. Bien, ça se cherche un peu scénaristiquement parlant. Ah, moi, je suis hype parce que ça avait l'air pas pire. J'ai aimé... Tu sais, quand je trippe plus sur la direction artistique que les scénarios, c'est là où j'en suis. C'est pas dégueulasse, mais je trouve que c'est une série qui essaie de rabouter plein de trucs puis ça marche moins bien. Tellement aimé... WandaVision? WandaVision. Ouais. Peut-être que tu vas aimer ça. Moi, je dis pas que c'est dégueu. C'est juste que je trouve qu'au niveau de l'histoire, c'est un petit peu... C'est spécial. Ou peut-être qu'on avait trop d'attentes, peut-être. Je sais pas, je l'ai pas vu encore. Ça, en même temps, tu peux jamais le quantifier. Là, fait que je sais jamais quoi dire dans ce temps-là, mais je trouve que scénaristiquement, c'est très chambranlant. Okay. Surtout de la manière qu'il conclut la série. Ça fait beaucoup. Hey, voici, je sors ça de mon chapeau. En tout cas, anyway, tu vas le comprendre quand tu vas l'avoir vu. Là. Mais c'est des sorcières. C'est des sorcières. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Donc, la mini-série de Wiccan, ça s'appelle Wiccan The Witcher's Road. Il va y avoir 5 numéros. Ça va être signé par Wyatt Kennedy, qui est au scénario, et un artiste qui s'appelle Andy Pereira. Et donc, voilà, ça va en fait faire suite en quelque sorte aux événements qui se sont passés dans Imperial, la série de Jonathan Hickman. Ouais. Parce que dans cette série-là, il y a un personnage qui s'appelle Hulkling. Puis Hulkling, c'est le copain de Wiccan. Donc, il va avoir quelque chose qui se passe dans Imperial qui pousse Wiccan à aller dans Witch's Road, qui est une route, si tu veux, légendaire dans la mythologie des sorcières qui peut donner à la personne qui le parcourt des pouvoirs intenses. Donc, d'ailleurs, cette série-là pourrait changer l'ordre magique du MCU. Ça reste à voir. Ça sort, comme je l'ai dit, en décembre prochain. Donc, ça s'en vient. Moi, j'avais passé à travers toutes les nouvelles. Vous autres, Simon, t'as resté quelque chose? Dernière chose, je voudrais revenir sur mon mois de février. Février, où j'ai fait un mois où j'écoutais les films de Reb Brown. Oui. Donc, Rebuary. Rebuary, oui. Il y a quelque chose que je ne savais pas et que j'ai appris par hasard en écoutant la série Miami Vice. Je réécoute Miami Vice tranquillement. Là, je suis rendu dans la saison 4, mais dans la saison 3, l'épisode 22, il y a un épisode avec Reb Brown. Bon. Et l'épisode s'appelle Viking Bikers from Hell. Et Reb Brown joue un gars qui sort de prison, qui est un biker. Et from Hell? Ouais, c'est ça. il faut qu'il tue du monde là, pour
comme venger la mort de quelqu'un, whatever. C'est juste que Reb Brown là-dedans joue un gars qui s'appelle Reb Gustafson. C'est donc bien random si le prénom s'appelle Reb. Et pour les amateurs de Reb Brown qui aiment son petit cri, son shriek quand il tire du gun, il est là souvent dans l'épisode. Et c'était magnifique de tomber là-dessus par hasard, de ne pas savoir que ça s'en venait. Et là, what? Reb Brown? What? Il est en train de crier, il tire du gun! C'était incroyable. Fait que, saison 3, épisode 22, Miami Vice avec Reb Brown. J'ai un coup d'œil là-dessus. Tu sais, les deux premières... Tu sais, on parle de Miami Vice, là, les deux premiers épisodes de la série, là, comme première saison, c'est incroyable. Mais je te dirais, même, ça continue, là. Il y a des épisodes là, que c'est bon. Là. Peut-être là, c'est ça, j'arrive à la 4e, c'est un petit peu moins intéressant, mais quand même, il y a des épisodes très cinématographiques. Ben, ça l'est un peu tout le temps. Ouais, Michael Mann a beaucoup insisté sur le look de la série, le producteur, là. Ouais, puis tu sais, Puis et réalisateur. Et réalisateur, certains épisodes. C'est bien joué, il y a de la bonne musique, là, pas nécessairement tout le temps des succès de l'époque, mais des tunes vraiment ancrées dans leur époque. Là, mais, j'ai vu une critique de la série parce que moi, je me souviens juste du fameux bumper qui jouait à TVA dans le temps avec, c'était marqué Miami Vice, puis tu voyais des flamants roses s'envoler, là, ou je sais pas quoi. Exactement. Puis mon père ça jouait avant Adlib. Oui, c'est ça, exactement. Des flamants roses. Méchant crossover, d'ailleurs. Mais j'écoutais pas ça, puis je pensais que c'était ringard, mais j'ai écouté une critique à un moment donné, puis c'était quand même très dark. Là. C'était des sujets assez sombres. Moi, je suis plus un fan de Nash Bridges. Tu comprends ça, la référence? Oui. C'est la série de l'acteur après. Avec Cheech, de Cheech Chong. Mais aussi, juste mentionner que j'écoute aussi la série Renegade avec Lorenzo Lamas. Et là-dedans, Lorenzo joue un chasseur de primes, whatever. C'est juste qu'aujourd'hui, l'épisode que j'ai écouté, il voyageait dans le temps. J'étais comme, tabarnak, okay, ouais. Donc là, il se retrouve dans le monde western. J'étais comme, boy, ok, ouais, là. Ça a jumpé le shark, là. Ouais, mais c'est ce genre de série-là, un peu cheap, mais ce qui est le fun avec Renegade, la même chose avec Texas, la série de Chuck Norris, là. Texas Ranger. Quelque chose Rangers, là, qui est de la cochonnerie. C'est que beaucoup d'acteurs et actrices de films de série B se retrouvent là-dedans et ils jouent tout le temps. Tu sais, c'est ça. C'est comme un univers de gros bras que t'appelles tout le temps, là, puis ils sont là. Puis d'ailleurs, je pense que dans cette série-là dont tu fais mention, il y avait toujours... Tu sais, il y a des trucs paranormaux. Il va attaquer il va confronter des esprits, des choses comme ça. Tu sais, le paranormal existe dans cette série-là. Je sais pas. Je suis pas rendu loin dans celle de Chuck Norris, puis dans Renegade, à part le voyage dans le temps, pas grand-chose. Mais si vous voulez du paranormal, il y a Baywatch Nights, saison 2. Il y avait pas aussi des extraterrestres dans Baywatch saison régulière. Oui, c'est vrai. On sous-entendait que le Père Noël existait probablement. Oui, le Père Noël existe, il y a des extraterrestres, il y a des... mais le Père Noël existe. Je veux dire, il n'y a pas de... Ouais, non, t'as raison. Ouais. Bon. La dernière fois que j'ai entendu Lorenzo, pas la dernière fois là, que j'ai entendu Lorenzo Lamas, mais une de mes meilleures fois que je l'ai vu dans quelque chose, c'est dans Spike TV. Est-ce qu'on se souvient de Spike TV? Le chum de Buffy? Non, le poste de télé où c'est que le 3/4 de la programmation, c'est des reruns de Cops. Mais il avait fait une télé-réalité où c'est que tu avais... la télé-réalité s'appelait Joe Blow, où c'est que tu avais un gars qui était une personne normale, puis il était entouré d'acteurs. Puis dans la deuxième saison de ça, puis le jeu, c'est que lui, il faut qu'il découvre comme « Holy shit, c'est tous des acteurs, il y a juste moi qui est une vraie personne. » C'est comme ça qu'il gagne le cash. Ouais. Puis dans la deuxième saison, c'est comme Lorenzo Lamas est un des acteurs, mais quand il arrive, comme il s'en vient en moto, puis c'est Lorenzo Lamas. Puis là, comme tous les acteurs qui savent c'est qui parce qu'ils ont un script, c'est Lorenzo Lamas. Sauf que le Joe Blow n'a aucune idée c'est qui. Lorenzo Lamas, c'est ça. Puis là, il arrête pas de dire It's the Renegade! It is the Renegade! Puis le gars, il est comme... Puis là, il filme tout seul, c'est comme I don't know who the Renegade is. C'était écœurant. C'est comme... Il a jamais été une assez grosse vedette, mais il essayait de le vendre, là. Hey, on va prendre une petite pause parce qu'on a déjà quand même quelques minutes dans le recorder. Fait qu'on va prendre une petite pause puis on va revenir avec le sujet de la semaine. Et juste avant, je vous plug
le Patreon des Mystérieux Étonnants. Merci beaucoup. Il y a plusieurs personnes qui se sont joints au Patreon la semaine dernière. Grandement apprécié. Je vous rappelle que sans les Patreons, sans votre contribution, on ne peut pas garder les lumières allumées. Par exemple, vous donner un exemple, j'ai appris la semaine dernière assez rapidement qu'il fallait que je fasse faire une illustration pour un événement qui s'en vient impliquant les Mystérieux Étonnants. Et comme ça devait être fait roche, ça implique des frais supplémentaires. Et donc, il y a en fait presque la totalité des Patreons, de l'argent amassé ce mois-ci va aller là-dedans. Donc, ça sert à quelque chose. Là. Ça passe pas dans le tordeur, ça passe pas dans le néant. Donc, si vous donnez aux Mystérieux Étonnants, sachez que 100% est réinvesti dans le projet. Si vous voulez faire votre don, votre contribution, vous allez sur notre site internet, il y a un bouton « Faire un don » en haut à gauche. Ça vous amène vers Patreon, c'est marqué « Faire un don ». Ou sinon, le lien est dans le descriptif de l'épisode. En échange, vous avez accès à une bibliothèque complète des épisodes de Bifurcation. Il y en a plus de 160, donc vous avez accès à toute la bibliothèque. On a pris une petite pause dans la dernière semaine parce que c'est la fin de l'été, les gens sont en vacances, puis on va y revenir assez rapidement. Vous avez aussi accès à l'avance aux nouveaux épisodes de Terre humaine chez Isidore. Puis ça, il y en a eu récemment aussi, avant tout le monde. Vous faites en sorte aussi qu'on produit Terre Kaiju et Noël chez Isidore. Quoique, avez-vous un Noël chez Isidore qui s'en vient là, prochainement? Pas qui s'en vient, mais le temps des fêtes en fin de semaine, Étienne. Ouais. Il pourrait enregistrer ça. Est-ce que Lorenzo Lamas est dans Terre humaine? Non, pas encore. Pas encore. Pas québécois. Pas que je sache. Là. Ouais. Non, il arrive pas en moto puis tout le monde est comme « It's the Renegade! » Ouais, dans 4,5, c'est ça qui se passe à un moment donné. Il vient porter son chien. Vous avez aussi accès au Discord des Mystérieux Étonnants. C'est un serveur où les gens partagent des articles. Là. Des fois, on écoute la lutte et des films durant la période d'Halloween et de Noël. C'est vraiment une belle communauté. C'est ça. C'est comme Internet, de la lutte. C'est comme Internet, mais sans trop de cul. On est disponible partout. Apple Podcasts, YouTube Music, Spotify, Amazon Music et plus des 300 dernières archives des Mystérieux Étonnants sont disponibles sur notre site Internet. On est sur Facebook, Instagram et les autres plateformes de bullshit, mais c'est pas vraiment en fait. Je vous rappelle que les 300 dernières archives des Mystérieux Étonnants sont disponibles sur notre site Internet. Donc, si vous voulez écouter celles qui ne sont pas dans le fil RSS, elles sont sur notre site Internet. Vous pouvez toutes consulter. Puis quoi d'autre? Qu'est-ce que j'avais d'autre dans mes affaires? C'est pas mal ça. 12 septembre, nouveau disque de Vidéoville. Oui, ton band. Mon band, ça va sortir sur les plateformes, je crois, Bandcamp. mais sur Bandcamp. Ouais. Si vous voulez nous encourager, c'est mieux achetez-le Bandcamp. sur Bandcamp. Ouais. Puis là, il y a un show aussi qui s'en vient. Un show le 4 octobre, mais ça, je vais revenir avec des détails. Ouais. Excellent. Nous autres, on a aussi une annonce. On a aussi une annonce qu'on va faire prochainement pour un prochain live des Mystérieux Étonnants. Ça sera bientôt, donc je pourrai vous l'annoncer prochainement, mais ça sera à venir. On se laisse, on revient dans quelques instants avec le sujet de la semaine, Teenage Mutant Ninja Turtle, volume 1, Return to New York. Ninja Turtle. Vous écoutez les Mystérieux Étonnants. On revient avec le sujet de la semaine. Et cette semaine, il s'agit d'une bande dessinée Teenage Mutant Ninja Turtle, volume 1, Return to New York, signé au niveau du scénario par Jason Aaron et plusieurs dessinateurs. C'est sur IDW Publishing. Mm-hmm. C'est le soft reboot, donc une refonte légère de la série. Donc on revient à zéro, on essaie de faire que ce volume-là est un tremplin pour la série, mais c'est ça, c'est comme un nouveau point de départ pour les nouveaux lecteurs. En même temps, ça efface pas ce qui s'est passé auparavant. On vous rappelle qu'on spoil en dernière partie d'émission, donc si vous n'avez pas lu la bande dessinée, si vous voulez lire la bande dessinée, soyez avertis qu'on va sûrement la spoiler. Donc, des divulgateurs. Exactement. Donc, on commence la bande dessinée. Les Turtles sont tous séparés, ils sont chacun de leur côté. Il est arrivé un événement qui nous est titillé, qui nous est sous-entendu, probablement la mort de Splinter. Donc, chacun des Turtles se sont maintenant partis de leur côté. Donatello est dans une prison pour les mutants où il combat des gens qui payent pour attaquer des mutants, oui. Avant que c'est révélé que ce soit Donatello, à cause que c'est comme une genre d'arène puis de combat, je pensais, jusqu'à temps qu'ils disent que c'est Donatello. C'était Raphaël. Oui, j'étais sûr que c'était Raphaël. C'est clairement voulu. Donc, Mikey, lui, il est devenu une vedette d'une série au Japon, donc c'est une grande vedette. Puis, c'est ça. Raphaël est envoyé en prison, il est un agent double, où comment tu dis un warden? Le principal, le directeur de la prison l'a envoyé derrière les barreaux pour essayer de trouver des activités criminelles. Finalement, le Foot Clan attaque, puis il est blâmé pour la mort du directeur. Puis donc, il n'y a pas de preuve non plus qu'il était de façon légale en prison, là, qu'il est un agent double. Fait qu'il est poursuivi par la police.
Leonardo, lui, est envoyé... En fait, il fait un pèlerinage sur les rives du Gange où il décide d'essayer d'atteindre l'illumination. Avec des tortues cannibales. Des tortues cannibales qui mangent les cadavres. Mais pas cannibales, mais à soif de chair humaine. Exactement. Donc oui, sur place, il est poursuivi par le Foot Clan. Toutes les Turtles, ou presque, toutes les Turtles de leur côté sont pourchassés par des... le Foot Clan est de retour. Exactement. Il en manque-tu un? J'ai tout dit, je pense. Raphaël, Leonardo, Mikey, Donatello. Non, ils sont tous là. Toutes là. Donc, c'est la série qui finit par les rassembler. Les Turtles retournent à New York où ils sont vus comme des parias, comme des criminels, parce qu'il y a un nouveau comment tu dis ça, un district attorney en français? Un nouveau DA, là. DA, c'est District Attorney. Mais ouais, c'est ça, j'aide pas, là. Mais on n'a pas l'équivalent ici, non? Il doit y avoir un équivalent, mais je connais pas le terme, j'ai oublié de vérifier. Anyway, il y a un avocat de district. Quelqu'un qui est en charge de la loi à New York, qui est en fait un agent double aussi pour le Foot Clan. Donc, il a militarisé la police de New York avec des agents du Foot Clan, et ceux-ci pourchassent les Turtles. Donc, on comprend là, que c'est une couple de numéros qui sont supposés mettre la table pour une nouvelle série. Donc, les frères s'ostinent, il y a clairement du mauvais sang entre eux. Ils se blâment pour quelque chose qui est arrivé. Splinter n'est pas dans les parages. On comprend qu'il est sûrement décédé. Et même Casey Jones, lui, est abattu d'une balle par ce nouveau District Attorney qui veut mettre la main sur il est pas mort. la ville. Il est pas mort, mais il est abattu. Ben, il tire, en tout cas. Whatever. Fait que c'est ça. Rapidement, on va faire le tour de votre appréciation, puis après, on va rentrer dans les détails de la conversation. Commençons avec toi, Simon. Qu'est-ce que tu as pensé de Teenage Mutant Ninja Turtles Volume 1, Return to New York? J'ai apprécié ma lecture, plus que je pensais. J'ai eu de la misère un peu au début à me situer dans le sens que je comprenais que c'était un genre de refonte ou un début d'histoire, mais j'essayais de comprendre, ou en tout cas mon cerveau essayait d'expliquer, est-ce que l'événement qui les a séparés... On l'a vu ou pas? C'est ça, est-ce que c'est comme la fin de l'autre série d'avant ou c'est Jason Aaron qui amène cet élément-là comme juste pour repartir puis avoir une raison de faire une histoire? Puis on va s'entendre, c'est l'élément le plus classique des Ninja Turtles. Éventuellement, ils se chicanent entre eux autres, ils se séparent, puis ils se retrouvent en tant que frères, puis ils redeviennent amis. Mais ça, c'est que dans toutes les grosses histoires de Ninja Turtles, ça arrive toujours. C'est l'élément souvent déclencheur de leur univers. Mais je pense pas que ça s'est passé dans la série auparavant. Je pense que c'est vraiment un élément qui est sous-entendu, qu'on va finir par découvrir, mais que pour l'instant... J'avoue que de la façon c'est écrit, c'est vraiment plus... on sait pas c'est quoi. On y ferait plus référence si c'est arrivé, si on ça. l'avait vu. Mais au final, c'était bien. Je pense que... Est-ce que je vais continuer? Ça, je ne sais pas. En général, Jason Aaron, j'aime bien ce qu'il fait. Aussi. Je trouve ça le fun aussi pour lui que il fasse du Teenage Mutant Ninja Turtles. Je veux dire, là, il a quitté la série, par contre. Hein. Il a déjà quitté. Il a fait plusieurs numéros, mais là, il a quitté. OK. Mais tu sais, je veux dire, c'est quand même auteur de Scalp qui était quand même assez sérieux. Ouais, ça il a fait beaucoup d'affaires chez Marvel après. Là, c'est intéressant. J'ai aussi bien aimé les Turtles ont leur personnalité propre, puis c'est bien représenté, c'est bien écrit. Ils ont vraiment leur propre voix, c'est vraiment bien fait. Fait que, tu sais, en gros, j'ai bien apprécié. C'est pas quelque chose, tu sais, j'ai peut-être pas trippé, mais j'ai trouvé ça intéressant. Je comprends. Toi, Yoann, est-ce que tu as aimé la série? Moi, j'ai beaucoup aimé. J'ai vraiment beaucoup aimé. J'ai aimé le dessin aussi. J'ai aimé l'histoire, mais j'ai eu le même feeling. Je me suis demandé, parce qu'il y a un certain moment où c'est que Donatello parle qu'il revient du passé, puis ils font référence à une autre BD dans cette case-là. Tu sais, comme... ça, c'est des événements qui se sont produits auparavant. Puis c'est pour ça qu'il y a quelque chose qui est arrivé. C'est pour ça que Donatello est si cassé, qui est mon personnage préféré de la nouvelle refonte. Il est très troublant. Oui, je trouve que c'est le personnage le plus intéressant, là, je trouve qu'il amène quelque chose de vraiment différent. Mais il est arrivé quelque chose dans la BD avant que Jason Aaron est allé rechercher, ou que Donatello a voyagé dans le temps, ou dans un univers parallèle, quelque chose comme ça. Et ça l'a cassé. Ça a cassé quelque chose dans son psychique, dans son corps. Il est plus faible, même avant qu'il soit emprisonné avec les autres mutants. Puis là, tu sais, il mange pas tout ça, puis tu le vois qu'il
qui est maigre. Il est maigre, il est complètement... Comment tu dis ça? Il est macéré? En tout cas, il est magané. Il est magané. Mais ça vient d'une autre chose. Je serais curieux de le lire. J'aimerais ça savoir ça. Mais au moins, ils donnent le numéro. Ils disent dans la BD, en classique BD, allez lire tel numéro pour le savoir. J'ai vraiment aimé le personnage de Donatello. Je trouve il amène quelque chose de tragique, puis il amène aussi, c'est celui... Tu sais, tu t'attends tout le temps que Mikey, c'est celui qui est un peu drôle. Puis là, c'est pas lui qui amène l'humour du tout. C'est vraiment Donatello qui amène une touche d'humour avec... Tu sais, il s'accroche parce qu'on comprend que Splinter est mort, que ses amis, les autres tortues, veulent pas lui dire. Il y a juste Mikey qui essaie de dire, puis les autres, ils disent de se taire. Parce que Donatello se promène avec un rat mort. Mais avant d'aller dans les détails, est-ce que tu as aimé? C'est plus ça, puis après, on va parler plus du détail. Comme j'ai dit, j'ai aimé. Okay. J'ai vraiment apprécié. Mais c'est ça, j'ai eu le même sentiment que toi. Excellent. Moi, j'ai eu le même feeling que vous autres, les gars. Dans le sens qu'au début, je me demandais si on faisait référence à le numéro qui avait été publié auparavant, ou est-ce qu'on était... on était dans quelque chose de complètement nouveau. J'ai compris, je pense, au fur et à mesure que c'était des événements qu'on va nous révéler plus tard, puis que ça va faire partie de la nouvelle arche qui a été écrite par Jason Aaron, parce qu'on y fait pas référence vraiment. Je pense que si ça avait été le cas, on nous aurait dit de façon un petit peu plus explicite qu'est-ce qu'il en était, parce que le lecteur l'aurait lu de toute manière. J'ai aimé ça, mais j'ai pas autant trippé que je pensais que j'allais tripper. Dans le sens que j'ai eu du plaisir, mais venant de Jason Aaron, je m'attendais à plus. Puis moi, contrairement à vous autres, j'ai pas tant trippé sur le dessin parce qu'il y a beaucoup de gens. Moi, j'ai pas dit que j'ai trippé. Non, mais je pense que Yoann a vraiment aimé ça. Moi, j'ai trouvé. C'est pas tous les numéros sont pas égaux. Non, mais c'est ça. C'est pas tous les numéros qui sont égaux. Il y a des numéros qui sont moins beaux que d'autres. Mais il aurait fallu que ça soit le même artiste. J'aurais aimé que ça soit le même artiste plus souvent. Puis il y en a un vers la fin où ils sont à New York. Là, j'ai trouvé que ces séquences-là sont particulièrement jolies. La composition est belle, la couleur est belle. Puis, tandis qu'il y en a d'autres où je trouvais que c'était très, 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 très... C'est comme pète en pète de mouche. Là, puis c'était très vieux comique, un petit peu indie. C'est une approche qui est correcte. C'est juste que moi, c'est pas ce que je préfère. Il y a des cases qui sont absolument géniales. Quand Mikey... se fait attaquer dans le Foot Clan dans son appartement. Il est une méga vedette. Son émission, il y a 10 millions de personnes qui écoutent son show. Mais il est très malheureux parce qu'il se sent seul. Mais il sort des nunchucks en diamant. Il est un peu drogué. Puis le Foot Clan sont tout en lumière parce qu'ils essayent de l'aveugler. Puis je sais pas, les cases, je les ai trouvées belles. Comme la lumière qui sortait de ces nunchucks. Puis les brillants, tout ça. Mais j'aurais souhaité que ça soit au moins le même pour avoir une certaine cohérence. Quand ça change à chaque 2 numéros, puis j'ai l'impression qu'il y a des numéros qu'il y a plusieurs artistes dans le même single. Moi, ça me déroute un petit peu. Je préfère qu'on garde le même tout le long. Qu'est-ce qu'il y a un artiste qui en fait un sur les 4 ou les 5, mais pas changer à chaque numéro. Ça m'agresse. Mais ça, c'est une sensibilité à moi, là. C'est ça, puis je pense que peut-être que c'était voulu dans le sens, tu sais, chaque artiste va avec... Parce que chaque numéro est pas mal centré sur un personnage. Fait que peut-être ça allait avec le style. Tu sais, Donatello qui est comme dans une cage, dans le bayou, je sais pas trop. Fait que c'était un genre plus gritty. Celui de Michelangelo, tu sais, c'est plus de lumière parce que, tu sais, il y a... Il est à Hong Kong ou au Japon? À Tokyo. Puis, tu sais, vedette de télé puis tout. Peut-être que c'était ça. C'est peut-être ça l'objectif. Mais ça jurait beaucoup. Là. J'ai particulièrement aimé aussi. Donatello, c'est nice. Quel autre que j'ai beaucoup aimé? Leonardo. Qui cherche à être illuminé, puis il y a comme un rapport avec les tortues, puis il voit une certaine métaphore, puis des messages. Puis je trouvais ça, en fait, plus deep que je pensais. Oui, puis en même temps, tu sais, c'est plus deep, mais en même temps, les messages qu'il s'envoie, c'est lui qui il surinterprète, absolument. Il surinterprète tout. Puis je trouve que c'est très Leonardo. Il y a comme quelque chose d'intéressant. Parce que autant qu'on sent que mentalement, Donatello est clairement fragile, tu sens que Leonardo, ça fait partie d'une fragilité, ça. Là. C'est d'autres types de fragilité, je suis d'accord. Ils sont tous un peu. Depuis le break-up. La preuve, il y en a un. À un moment donné, je pense que Leonardo est écœuré, que Raphaël écoute pas, puis il sac un bon coup de poing sur la gueule. Et la case est nice. Oui. La case est super nice. Il y a des beaux moments de dessin. Il y a un moment avec Leonardo aussi, tu sais, très holy shit, là, parce que il arrive avec l'hélicoptère puis il fait juste le garrocher dans le building, pas trop pour aller chercher 2 autres. Tu sais, c'est une grosse séquence d'action, mais le voyais dans ma tête. Tellement badass. C'est fucking badass, ouais. Fait que c'est ça, je pense que les 3 on a aimé.
C'est une bonne ride. Il y a des éléments d'histoire là, que tu sais, juste pour un peu situer les gens, là, que j'ai noté parce que c'est clairement, ça fait référence à l'univers de Teenage Mutant Ninja Turtles qui est développé chez IDW depuis des années. Ça fait longtemps que la série est publiée du côté de IDW Publishing. D'un, il y a comme un 6e quartier à New York où les mutants se retrouvent. Les mutants, c'est une chose que les gens connaissent dans cet univers-là de IDW Publishing. Les Turtles sont connus du public. Aussi le Foot Clan. Donatello fait référence à ce qu'il voyage dans le temps, qu'une partie de sa carapace est aussi artificielle. Donc ça fait référence à ça. Je sais qu'il est mort dans les BD, ultimement, il y a quelques années. Donc c'est sûrement lié à tout ça. Moi, j'ai full aimé. Je pense que le personnage qui me l'a rendu le plus tu croches, c'est Donatello. Ah ouais. Parce qu'il est tellement maigre de un, puis il est tellement perdu. Là. Puis il se sacrifie dans sa tête. Lui, il n'est pas important. C'est les autres qui sont enfermés, les autres mutants. Ouais. Il y a comme... Son sens du devoir n'a pas disparu. Puis son sens du sacrifice non plus. Puis il continue... Parce qu'au début, le rat est vivant. Malheureusement, dans la bataille, il meurt. Ouais. Puis il continue avec le remords. parce que pour lui, c'est Splinter. C'est Splinter. Puis... J'avais pas catché qu'il était mort. Il meurt dans une séquence à un moment donné. Ouais, c'est ça. Il y a même une case que tu vois que ça fait un bout qu'il a dans les mains, puis il n'y a plus d'yeux, là. Oui, parce qu'il mange un katana d'en face. Pas un katana, mais... Une shuriken. Une shuriken. C'est quelqu'un qui visait le rat, il y avait une dent contre le rat. Puis, tu comprends à la fin que, oui, Splinter est mort. Je voudrais voir la nouvelle skin dans Splinter. Il y a des rumeurs, je n'en ai pas parlé, mais il y a des rumeurs que le jeu revient, puis que... C'est forme de pote. Que Michael Ironside reprendrait le personnage. Penses-tu que si éventuellement ça arrive, penses-tu qu'on pourrait appeler Michael? Oui. Penses-tu qu'il nous je suis allé manger avec lui pendant Fantasia. Ah, tu l'as vu durant Fantasia parce qu'il était là puis je t'avais écrit, je disais, hey, tu savais-tu que Michael était à Montréal? Ouais, on est allé manger ensemble, on est full de fun, on racontait. Vous avez mangé quoi? De l'Indien. Ah ouais, il mange de l'Indien. En tout cas, c'est le fun. Okay. Bonne fourchette, Michael. Ah oui, on comprend à la fin... on comprend à la fin de il mange avec du Total Recall Money. Ça doit être. Ouais, c'est ça. À la fin de la BD, on comprend que Splinter est réellement mort parce qu'il est le narrateur. Oui, c'est ça. Et il dit... Mais on comprend qu'il est mort, mais il est peut-être sur un autre plan d'existence. Est-ce qu'il peut revenir? Parce qu'il y a comme la façon qu'il dit à la dernière comme phrase, ça donne une ambiguïté. Il dit between... est-ce que ma voix pour... In between world. Non, in between the veil. Donc à travers un genre d'écran, de membrane. Est-ce qu'ils peuvent m'entendre? Puis peut-être qu'il communique avec Donatello. Peut-être le remords... Channel, Splinter à travers. Moi, je l'ai vu comme plus un week-end chez Bernie Style. Là. Ouais, non, moi aussi, je l'ai pris beaucoup plus comme ça. Là. Puis quand on a besoin, il y a une série de cases que j'ai adorées où c'est qu'ils sont toutes dark and broody, sauf Donatello. C'est comme, ils sont toutes sur le top du building, puis ils sont toutes, OK, on a une mission. T'as Donatello qui est couché sur le dos, tout maigre, puis qui a le rat sur son corps, puis un grand sourire, il est comme... Il a perdu la raison. Ouais, il est comme libre, il est heureux. Mais je veux être heureux comme Donatello, je veux perdre la raison. Ben, je pense que des fois, perdre la raison, c'est peut-être une bonne chose. Ben, en tout cas, je dis ça de même, mais c'est pas vrai. Là. Mais je pense que c'est pire parce que c'est l'intellectuel, le brillant, c'est le génie du groupe, tu sais. Le fait que lui perde son esprit, c'est comme... on dirait que c'est pire que ce soit... Mettons, si ça avait été Mikey, il y aurait eu de l'impact parce que c'est le gars joyeux. Le joyeux de la gang. Mais là que c'est Donatello, il me semble que c'est plus tragique encore. C'est beaucoup plus tragique, puis il en parle parce qu'il perd la conscience de son soi. Oui. C'est comme, il sait plus si... Il oublie son nom, il oublie qui il est. Puis il parle qu'il peut pas travailler, il peut pas faire son travail, il peut pas... on sait pas combien de temps qu'il a été dans cette cage-là. Probablement des mois. Ouais. Puis tout ce qu'il se donne comme défi, c'est... Quand ils viennent pour battre un mutant, faut qu'ils me choisissent moi. Faut qu'ils me choisissent moi parce qu'il faut pas qu'ils choisissent les autres. Ça fait qu'il essaie de les juger à chaque fois. Des fois, il va être arrogant. Des fois, il va avoir l'air d'avoir peur parce qu'il veut s'assurer que ce soit lui qui soit choisi. Et à chaque fois qu'il sort, il calcule un tout petit peu plus pour pouvoir savoir comment se sauver. Et des fois, c'est même pas ça. Il fait exprès d'avoir l'air de se sauver, mais c'est juste voler le sandwich pour pouvoir nourrir les autres prisonniers. Les autres mutants. Puis l'autre mutant... Ça m'a brisé le cœur. Quand l'autre mutant lui dit « Toi aussi, tu t'en es gardé? » Puis il dit « Oh oui, j'en mange, c'est délicieux. » Puis il en mange pas pendant. Puis il en mange pas du tout. Ça me fait tellement de bien, puis j'en mange, puis ça me fait... Puis il en mange pas. C'est comme un père
qui fait ça pour ses enfants, là. J'ai trouvé ça... Ouais, Donatello... C'est une tactique aussi de secte de pas faire... Tu sais, comme de réduire l'apport calorique puis de réduire aussi le sommeil. Pour les gourous, ils font ça parce que tu viens un peu à peu être en mesure de réfléchir. C'est un peu ce qui arrive. Tu sais, non seulement son psyché est brisé, il a inventé quelque chose, le rat, il se fait croire que c'est Splinter pour pas avoir à composer que la mort de son père. Mais en plus, il est sous-alimenté. Clairement, on le voit. Puis probablement qu'il est complètement... Il arrête pas de se battre, il doit mal dormir. Fait que tout ça fait en sorte que son psyché s'est brisé. Ce qui est hot, je pense qu'un des points forts de la bande dessinée, c'est qu'ils sont tellement divisés, même à la fin du numéro, que ça sera intéressant de voir comment ils finissent par se réunir, comment à retisser des liens, puis à devenir les frères qu'ils sont vraiment. Parce que la dynamique d'affrontement, elle est très très claire. J'y crois au bout. Mais ce qui va faire en sorte que celle-ci va se guérir, je suis aussi intrigué de savoir ce qui va se passer. Ouais, non, c'est... J'aime aussi le fait que, tu sais, le chef des méchants, comme le DA. Ouais, le DA. Il se fait avoir en se faisant filmer parce qu'il n'est pas tout de suite totalement un méchant. C'est juste, tu sais, quelqu'un que... Tu sais, l'affaire que Joker dit tout le temps, là, que you just need one bad day, puis tu peux devenir... Parce que c'est un peu ça. Il est comme juste on the edge d'être... Puis il se fait truquer par le Foot Clan comme pour qu'il puisse l'utiliser, mais il se fait truquer, puis tout de suite, il embarque là-dedans. Il embrace son côté evil. On dirait que ça le libère de son côté evil. Mais après, il utilise exactement la même technique qu'il s'est fait faire sur les Turtles avec le public alentour, de les setuper en tant que méchants. Il déguise les Foot Clan en pompiers pour que les Turtles ont l'air de tabasser des pompiers. Ça fait que toute la ville va se mettre à les haïr, même s'ils ont sauvé la ville 10 millions de fois. Il y a comme... C'est comme les X-Men. C'est comme les X-Men. C'est comme Spider-Man avec J. Jonah Jameson. Là. He's a criminal! Comme depuis quand? Il arrête pas de sauver New York, espèce d'épais. Mais moi, j'ai bien... C'est drôle parce que je regardais les... Il y a des éditions de collection qui existent du côté d'IDW Publishing qui vont faire toute la collection des séries des Turtles, puis il y a des spin-offs aussi. En ce moment, il y a comme un truc qui s'appelle Battle Nexus, où ils vont affronter plein d'autres personnages de l'univers des Turtles de IDW. Puis, tu sais, il y en a beaucoup. Là. On est, je pense, dans la 20aine de numéros au total. Donc, c'est pas des trades, c'est comme des trades un peu plus, là, comme des omnibus. Puis, je trouve juste qu'ils sont un petit peu chers. C'est comme baisser le prix pour que le monde puisse suivre la série au complet, puis là, j'embarquerais. Parce que semblerait-il que c'est une bonne série, puis je serais intrigué de voir tout ce qui a été écrit pour qu'on se rende où est-ce qu'on est en ce moment. Mais ça coûte tellement cher. S'il y en a tellement, je peux pas me le permettre. Tout coûte cher. Tout coûte cher, oui. Entre manger, donner au Patreon des mystérieux étonnants ou acheter des Turtles, moi, je sais où je mets mon argent. Manger. Autre chose à rajouter? Toi, Simon, as-tu quelque chose à rajouter? Moi, aussi, tout le long que je lisais, comme au début du show, je me demandais, c'est plus des ados. Non. Ben, en partant, si Raphaël est en prison. Oui, mais c'est ça. Mais ce que je veux dire, c'est que narrativement, est-ce que c'est adressé sur un moment donné, hey, on change-tu de nom ou je sais pas trop. Sûrement qu'il y a une blague qui est dite quelque part. Sûrement. Je sais que c'est une petite affaire, mais c'est parce que tout le long, j'étais comme, ça serait bien qu'ils vieillissent. Ils sont vieux là-dedans. C'est ça, ils sont plus vieux. Mm-hmm. C'est juste le titre qu'on dirait que j'avais besoin qu'on me dise juste que c'est les middle-aged. Les Mutant Ninja Turtles. Les Mutant Ninja Turtles, ouais, je comprends. Mais c'est peut-être expliqué, parce que tu parlais de Raphaël. Raphaël est en prison, mais dans une population d'humains, d'adultes. C'est ça. Un adulte, C'est parce que sinon, il serait en juvie. Hey, ça serait laid, ça. Ça serait laid. Entouré d'adolescents, t'as Raphaël qui est comme... il est bâti comme un pan de mur, là. Des pauvres petits adolescents. Ouais, puis tout le Foot Clan qui essaie de tuer des ados. C'est ça. Mais il y a un gag sur Internet, c'est le Middle Mage Mutant Ninja Turtle. Vous avez vu ça? Puis c'est comme genre... Ils ont une petite bédaine, puis ils ont la garde partagée des enfants de fin de semaine sur 2. C'est vraiment triste, là.
En tout cas, quelqu'un a fait un clip humoristique. C'est drôle parce que ça m'a pas tant donné le goût de continuer la série. Peut-être un moment donné, mais ça m'a donné le goût de m'acheter des figurines des Turtles. Hey, tu savais-tu, il y a comme un... Il y en a tellement de marques. Puis ils ont fait des reboots, des vieilles figurines de l'époque, des années 80. Ouais, puis ça vaut... Les paquets, là, même si c'est les mêmes shit qu'il y avait dans les anciennes figurines, là, ça vaut super cher. Ouais, clairement, ils savent que les gens qui vont acheter ça, c'est les mêmes qui ont des moyens de s'acheter des Lego. Là. C'est dirigé vers un public, puis c'est nous autres. Là. Je t'ai parlé d'une autre case. J'ai parlé à beaucoup de cases, mais il y a des cases qui m'ont fait triper. Puis c'est celle où c'est que Leonardo est en train de grimper sur le bord du building. Puis t'as le top du building où c'est qu'ils ont mis les cases sur le top. Puis je trouve le look absolument génial. Ouais. Il y a plein de bonnes petites idées en tout cas, moi j'ai aimé le dessin. Ça paraît-tu que j'ai aimé le dessin? J'ai aimé certains dessins, j'ai pas aimé. Oui, je pense que c'est plus moi je pense que j'ai aimé tous les dessins, mais c'est il n'y a pas de cohésion. C'est ça. C'est ça qui a été bien. Ouais, j'avoue. Mais j'aime ta théorie que c'était pour... c'est comme ça qu'ils l'ont divisé. Ils font souvent ça quand il y a des numéros. Ça choque moins, mais il y a des numéros où l'artiste change clairement en mi-parcours. Fait que c'est ça qui gosse encore plus. On a fait déjà pas mal longtemps de show, fait que je vous conseille. Je vous invite à ce qu'on conclue parce on a presque 2 heures de show. Je vous conseille il fait chaud, d'arrêter ça maintenant. Il fait chaud. Montréal, là, je suis tanné. Merci, Yoann. Ben, ça fait plaisir. Merci, Simon. De rien. Simon, toi, tu seras pas là la semaine prochaine parce que tu étais là pour être avec Yoann cette semaine. Tu vas être là dans 2 semaines. Je reviens dans 3 semaines. Ouais, c'est ça. Moi, je vais être avec Laurent la semaine prochaine. Puis on se revoit bientôt. Restez à l'écoute, là. On va annoncer bientôt ce qui s'en vient pour un show live des Mystérieux Étonnants. Allez faire un tour sur notre Patreon, ça avait la chance. Il y a du nouveau contenu qui s'en vient. Merci à tous ceux qui attendent d'ailleurs, qui continuent à donner, même s'il n'y a pas du nouveau contenu dans les dernières semaines. Puis aussi, allez nous envoyer un petit message vocal. Il y a le lien dans le descriptif de l'épisode si vous voulez me laisser un speak pipe pour la semaine prochaine. Questions, commentaires, n'importe quoi. On va passer ça à l'émission. Merci, faites attention à vous autres. Ciao! Ciao, ciao! Bye.